Ouais. En parlant de drôle, et parlant de ce qui n'est pas drôle, parlons de Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Bonjour YouTube, parce que cette vidéo ira sur YouTube. Je suis allé voir Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, hier. L'Empire du Milieu hier. Et en vrai, on va en parler un petit peu parce que c'est quand même une grosse sortie, très attendue. Moi, Astérix et Obélix, moi, j'ai vu tous les films, comme beaucoup, j'imagine, ici. Donc voilà, dites bonjour à YouTube dans le chat, bien sûr. Des bonjours YouTube parce que je pense que ça ira sur la chaîne Rediff, la chaîne pour l'exclamation replay, bien sûr. Donc je suis allé hier voir Astérix Obélix, l'Empire du Milieu. Évidemment, j'étais déjà tombé sur des critiques acides et acerbes sur le film, et tout le monde tombant dessus vraiment de manière assez vénère. Et du coup, je me suis dit, bah, moi, je vais me faire mon avis, je vais voir le film. Petit contexte, très important, j'étais avec Juliette. Juliette est quelqu'un d'éminemment... Enfin, voilà, à qui j'adore aller au cinéma parce qu'elle est très bonne public. Et notamment quand on va voir des comédies, elle est très, 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 très bonne public. Donc du coup, ce qui fait que je suis ressorti de la salle heureux, mais pas tant parce que j'avais ri aux vannes, mais surtout parce que j'avais Juliette à côté de moi qui elle, a beaucoup aimé beaucoup de moments du film. Et c'est drôle parce que c'est un boost d'énergie et de plaisir d'avoir quelqu'un qui rigole tout le temps. Mais bon, elle rigole à tes blagues déjà. Oui, elle rigole à mes blagues déjà, donc imaginez le truc de fou. Donc c'est vrai que c'est un boost de confiance de dingue. Mais donc, revenons sur le film, donc, L'Empire du Milieu, réalisé donc par Guillaume Canet, voilà, qui avait sorti un film, son dernier film qui avait pas très bien marché, il me semble, parce que il avait fait 190 000 entrées, je crois, le dernier film de Guillaume Canet, ce qui est vraiment pas fou. Et donc là, il revenait avec un film donc, qui a coûté 65 millions d'euros de budget et qui doit, pour atteindre son seuil de rentabilité, doit faire, il me semble, entre à peu près 10 millions d'entrées, si je dois pas dire de bêtises, pour rentrer dans ses frais, parce que ça reste évidemment, vous le savez, avec le contexte du cinéma actuel, là, c'est les plateformes, etc., forcément que sur ce genre de grosses productions, on regarde d'autant plus que ça va rapporter, est-ce qu'on peut réussir à toucher un public très, très familial ou quoi ou qu'est-ce. Donc voilà, et c'est un film pâté. Pâté, TF1, Canal+, OCS et Netflix aussi. J'ai vu dans les remerciements dans les crédits de début. Ils ont fait 8 millions, donc voilà. Donc il y a pas mal de gens qui ont financé ça. Et donc voilà, avant que je vous donne ma critique, juste comparé aux critiques qui ont été faites avant, on va profiter du fait qu'il y ait déjà eu un premier jour d'exploitation pour voir un peu quel est le démarrage. J'ai regardé du coup, ils ont fait 463 000 entrées en première journée, ce qui est le meilleur démarrage pour un film français depuis 10 ans. Le dernier meilleur démarrage, c'était en 2018, c'était le film de Danny Boone, La Ch'tite Famille. Et le record tient de Bienvenue chez les Ch'tis qui avait fait 558 000 entrées la première journée. Donc en vrai, ce qui fait que c'est un très bon démarrage pour une première journée, en tout cas pour Astérix, Obélix et l'Empire du Milieu. Un très bon démarrage, du coup là on parle vraiment purement commercial. Donc voilà. Attention, les chiffres de la première journée, c'est aussi les avant-premières. Oui, mais les avant-premières apparemment n'étaient pas si remplies. Donc moi je suis allé du coup au cinéma, je suis allé au cinéma hier. Et déjà, moi, la salle était très peu remplie. Sachez-le, du coup, c'est vrai que quand j'ai vu ces chiffres-là, j'étais ok, d'accord. En tout cas, le cinéma où je suis n'est sûrement pas représentatif. Mais moi, je pense qu'on était moins d'une vingtaine dans la salle. Je pense, pour la séance. J'y suis allé pour une séance de 18 heures. Bon, effectivement, les gens sortaient sûrement du boulot, etc., etc. Mais en tout cas, c'était loin, très, très, très loin d'être rempli. C'était rempli où j'y étais. Ok, voilà, tu vois, comme quoi ça dépend vraiment ça dépend vraiment des endroits, mais je suis allé à une séance de 18 heures, donc ça doit l'expliquer aussi, quoi. À Saint-Germain, les gens ont du goût, ça doit être ça. Donc le film, qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah écoutez, en vrai, j'ai pas passé un très bon moment. Je vais pas vous le cacher que heureusement que Juliette était là parce que sinon je sais pas j'avoue que j'ai pas trop kiffé le film. D'abord, on va commencer par les points négatifs, après j'irai sur les points positifs, parce qu'il y en a quand même quelques-uns. Je trouve que le scénario, bon, du coup, c'est un scénario original. Voilà. Ce qui fait que
Ben, le scénario est vraiment mené de manière très bizarre. En fait, le scénario, c'est un prétexte pour voir plus. Le scénario est plus un prétexte pour faire une succession de sketchs entre les acteurs et les caméos qu'on va avoir dans le film, quoi. Du coup, ce qui fait que Astérix et Obélix sont un peu relégués, même au second plan, je trouve, de cette aventure, laissant place à quel personnage en particulier. Peut-être un peu plus le César de Vincent Cassel, peut-être, mais du coup, je sais pas trop qui en ressort grandi dans cette histoire, quoi. Et en fait, voilà, c'est plus une question de sketchs qui sont pas très marrantes, en vrai. J'avoue que ça m'a pas trop touché. Et en fait, l'histoire est vraiment pas dingue sur 20, quoi. Enfin, franchement, c'est l'histoire, bon, bah, il faut sauver une impératrice, bon, bah, on va la sauver, puis après, il y a une bataille qui est très molle, la chorégraphie sont vraiment... franchement, on dort, enfin, je sais pas, l'énergie en tout cas mis dans les combats, les cinématographies et tout, est vraiment pas folle, quoi. J'avoue que j'ai trouvé ça bah, pas très réussi, quoi. Il y a une seule vraie phase de combat et le reste après c'est une bataille en CGI qui marche pas trop. Donc voilà. Après, bah, il y a les caméos aussi qui n'aident pas parce que je trouve que bah, il y a beaucoup, évidemment, vous l'avez vu vous l'avez vu dans la bande-annonce, il y a tellement de gens. Il y a Chicandier, il y a Angèle, Big Flo et Oli, McFly et Carlito, Zlatan Ibrahimovic, Ragnar Le Breton. Là, je vous fais de tête hein, ceux qui me viennent, mais Zlatan Ibrahimovic, je sais pas si je l'ai dit. Ted Etienne aussi, alors Ted pour le coup que j'ai vu en arrière-plan, mais qu'en vrai qui a pas une longue réplique, hein. Malheureusement notre ami Ted il est juste au fond. Merci beaucoup Mevi, merci pour l'abonnement offert à petit bonnet. Il y a Aurel San aussi tout à fait. Et en fait, bah, ce qui est horrible c'est que ben, quand t'as des caméos, le truc c'est que ben, en fait on sent qu'ils veulent les mettre en avant, mais la direction d'acteur est, enfin genre Big Flo et Oli quand il joue, enfin je les aime bien Big Flo et Oli, mais moi, quand il joue ça me sort du film quoi. Angèle un peu pareil. Ça me sort vraiment du film, quoi. Je suis en mode, ah oui, ok, d'accord. Enfin, même Zlatan, de ce que j'avais compris, Zlatan, il a pu tourner ses scènes qu'en une seule après-midi, alors que normalement c'était prévu pour une journée entière, alors qu'en fait il a eu que quelques heures pour tourner ses scènes, et ça se sent de ouf. Et donc voilà. Donc malheureusement, le pari est pas trop réussi. Est pas trop réussi. Et en fait, c'est vrai que bah, c'est la bande des petits mouchoirs, bande des petits mouchoirs, pas tellement en vrai. Je retire ce que j'ai dit, mais en fait, voilà, c'est Gilles Lelouch et Guillaume Canet qui se sont fait un petit plaisir avec bah, des potes, et en fait, à 65 millions d'euros, et ça marche pas trop, quoi. Et évidemment, question principale, est-ce que ce nouveau duo de Astérix et Obélix marche? Eh ben, en vrai, ça fait partie des points positifs, mais je trouve que Lelouch, dans le rôle d'Obélix, eh ben, en vrai, Moi, j'ai trouvé pas mal. En vrai, il a trouvé un peu son truc, quoi. Il est pas tout à fait pareil que Depardieu. Alors, évidemment, c'est le même rôle. Donc, du coup, évidemment, les gens vont dire, ah, mais il fait du Depardieu. Bah non, il fait juste du Obélix, quoi. Et en vrai, je le trouve presque touchant par moment. C'est ce que je mettais dans ma critique. Et en fait, je le trouve presque touchant dans son rôle d'Obélix. Presque naïf. Enfin, hyper naïf. Mais il marche bien dans ce rôle-là, quoi. Je trouve que ça lui va bien. Alors que souvent, tu le vois plus dans des rôles. Moi, la dernière fois que je l'avais vu, c'était dans. Comment il s'appelait le film avec Pierre Ninet qui jouait un lobbyiste, lui il jouait un avocat. C'était un film français qui était bien, où il jouait vraiment un rôle très dur, quoi. Et. Je sais plus comment il s'appelait. Goliath. Voilà, j'avais vu dans Goliath la dernière fois, et c'est vrai que j'étais en mode, wow, encore un. C'est vrai que du coup ça tranche pas mal, quoi. Et donc je l'ai trouvé trop bon. En revanche, Guillaume Canet en Astérix, c'est un peu compliqué, quoi. J'avoue que. En fait, maintenant, la vraie question, le vrai problème, c'est pas de trouver un bon Obélix, parce qu'en fait, finalement, les acteurs arrivent à bien se trouver. Mais Guillaume Canet en Astérix, c'est. Je crois que j'ai préféré Edouard Baird en Astérix, quoi. Je crois que j'ai préféré. Alors que j'aimais vraiment pas Edouard Baird en Astérix, hein. Mais. Je crois que Guillaume Canet, ça lui va pas trop, quoi. Je crois que ça lui va pas trop. Difficile de passer après Clavier, mais je crois que même il est moins bon que Cornillac, quoi. Je pense qu'il est moins bon que Cornillac. Pour moi, il est moins bon que Cornillac. Je suis désolé, hein, parce que. Mais pour le coup, moi, je trouve dans ce rôle-là, ça lui colle pas trop, ça colle pas trop au truc, quoi. Les mots sont durs. Bah, les mots sont durs, mais les mots sont réels. I speak fact. I speak fact, et je suis désolé. Et Cotillard en Cléopâtre. Bah, on la voit très peu.
Et moi, j'avoue que je l'ai trouvé. Enfin, comment en tout cas elle a été dirigée pour Cléopâtre, enfin, j'ai pas trop aimé quoi. J'avoue que j'ai pas trop kiffé. En fait, j'ai pas beaucoup de personnages que j'ai appréciés, en vrai. Bah, moi, les personnages que j'ai aimés, c'est le personnage de Obélix. De Obélix. J'ai beaucoup aimé le personnage. Enfin, étonnamment, je sais que c'est un perso qui a été très critiqué, mais moi, le personnage de José Garcia, moi, il m'a fait marrer. Il joue Biopix, donc qui est le mec qui écrit tout sur César et qui du coup le suit. Et moi, il m'a fait rire. Moi, il m'a fait vraiment rire pour le coup, Garcia. Je sais pas pourquoi ce truc, ah, j'adore, je sais pas, ça me faisait rire. Et puis après, j'avais Juliette à côté de moi qui rigolait à chaque fois qu'il apparaissait à l'écran, donc du coup, ça joue pas mal, quoi. Et Jonathan Cohen, bah, c'est bon, bah, je sais pas trop, bah, en fait, il sert pas à grand chose, quoi. En fait, on le voit pas tant que ça. Ouais. Il fait du Cohen, mais en fait, comme on est dans une. Il fait du Cohen, mais en fait, Cohen, il aime bien l'impro aussi, quoi, tu vois. Donc, du coup, ce qui fait que, bah là, comme on est dans une. Là, comme on est dans une. Enfin, il le disait, Guillaume Canet. Il le disait, Guillaume Canet, comme on est dans une. Dans une. Dans une production où Uderzo, ou enfin en tout cas les ayants droit, je sais pas, Uderzo je crois, il me semble est décédé, hein, donc du coup voilà. Ou en tout cas les ayants droit, donc descendants de Albert Uderzo, sont hyper carrés sur, on va dire, ce qui doit être dit, pas dit, etc. En fait, t'as pas trop le droit à l'improvisation. Donc si t'as un éclair de génie sur le tournage, il y a de très grandes chances que ce soit pas gardé parce que bah, il faut que tu suives à peu près à la virgule près ce qui a été validé par les ayants droit. Et donc du coup, Jonathan Cohen, je. Bah ouais, Bah non, je le trouve très random, quoi. Il n'y a pas vraiment d'impact, il est pas ouf, mais il est pas si mauvais non plus, mais bon, voilà. Pas top, Jonathan Cohen. Pas top. Donc, non, non, je vous le dis, la vraie bonne surprise pour moi, c'est Gilles Lelouch. Bah, moi, j'ai plutôt bien aimé le rôle du personnage de José Garcia, donc Biopix. Mais non, après, ben, en fait, je trouve que le scénario ne sert. On sait pas trop où il va. Il a un peu ni queue ni tête. Il est surtout là pour. Moi, j'ai l'impression que c'est un prétexte pour avoir une sorte de grand film choral où on peut voir bah, des acteurs connus, mais aussi des caméos un peu improbables. Genre, quand tu vois débarquer Zlatan Ibrahimovic, t'es en mode ok, d'accord. Mais bon, c'est pas incroyable non plus. Et ensuite, ben, je me suis dit que bon, bah, j'avoue que j'ai pas passé un bon moment. Aussi, les acteurs asiatiques sont pas très bien dirigés, ça c'est vrai. Pour le coup, celle qui joue bah, la princesse, c'est son premier long métrage, je crois, et j'avoue que dès qu'elle parlait, j'étais en mode waouh, 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 il faut l'aider, s'il vous plaît, il faut l'aider. Il faut que quelqu'un l'aide à jouer la comédie, il faut que quelqu'un lui explique. Et en vrai, j'étais déçu, et j'étais triste pour elle parce que du coup, beaucoup de ses répliques sonnaient un petit peu faux. Et du coup, bah, ça m'a fait un peu de mal pour elle, quoi. Donc voilà. La description fait penser à Astérix au JO. Bah, en vrai, je trouve que le scénar était. J'ai été plus pris par le scénario de Astérix aux Jeux Olympiques que celui-ci. C'est dur, hein. Merci beaucoup, Big Monteur. Merci pour le sub tier 1. J'ai un meilleur souvenir en tout cas. Ouais. Après, vous me direz ce que vous en pensez si vous n'êtes pas allé le voir, mais voilà. Les décors sont beaux, non? Bah écoute, bah, les décors sont beaux. Bah, oui. Ouais, ça va, en fait, ça va. Ça va, mais c'est pas non plus. C'est pas. Enfin, ouais, je sais pas. Hmm. C'est ok, quoi. Enfin, j'avoue que ça m'a pas. C'est un film Astérix, quoi. Donc moi, j'ai trouvé que les décors étaient. Je sais pas, moi, j'ai trouvé ça ok, mais j'ai pas trouvé ça non plus incroyable, quoi. Moi, après, vraiment, la CGI, les effets spéciaux, je suis incapable. Moi, j'avoue que j'ai pas de regard dessus. Mais voilà. Donc en fait, est-ce que j'avais noté ou deux trucs? En fait, ce qui est un peu terrible, c'est que tu sens que quand même c'est très difficile de vouloir faire son propre Astérix maintenant. Parce que depuis qu'en fait, ce qui s'était passé avec Mission Cléopâtre, c'est que bah, Chabat avait été assez libre dans sa manière de faire le film. Et en fait, il a fait un film, mais Albert Uderzo a pas beaucoup apprécié l'univers de Chabat et sa manière de traiter Astérix et Obélix parce que en fait, le vrai héros de Astérix Obélix Mission Cléopâtre, c'est numéro bis, c'est Jamel Debbouze. Et en fait, il a pas trop kiffé le fait que Astérix Obélix soit relégué plus au second plan sur donc ce deuxième film live action. Et en fait, c'est pour ça que depuis, les ayants droit ont réellement resserré la vis sur la manière de faire des films Astérix et Obélix. Il me semble que ils étaient prévus de faire un Astérix et Obélix en Hispania qui était préparé par Gérard Jugnot avec la bande du Splendide là, donc avec
l'ermite et tout le tintouin là. Et en fait, bah, ils ont dit non, non, mais en fait, vous n'allez pas faire ça. Ils ont dit maintenant, on arrête de faire des films un peu de chacun de son côté et c'est nous qui allons avoir les derniers mots sur ça. Et donc, bah, du coup, la vision depuis quelques temps avec du coup Astérix Obélix et Jeux Olympiques into bah, là, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, c'est des films qui, bah, comment dire, sont là pour faire des sortes de films chorales avec plein de caméos d'acteurs qui, à ce moment-là, sont peut-être des acteurs en vogue et qui représentent un certain style du cinéma français, etc., etc. C'est des sortes de films de bande à chaque fois qui se baladent et on change de bande qui vont donc incarner les Astérix et Obélix. Et en fait, moi, parce que j'ai regardé du coup une vidéo sur la chronique de Méa qui était très intéressante. Et en fait, on a l'impression, pour nous, Français, le deuxième film, donc le premier film, vous savez, c'était Astérix et Obélix contre César, le premier film live action, pour ceux qui ne l'avaient pas vu. Et en fait, ce premier film-là, il va faire 24 millions d'entrées à l'international. 24 millions. Alors que je crois que Astérix Obélix Mission Cléopâtre n'en fera que 10 millions à l'international. Un truc comme ça. Ou 8 millions. Et en fait, ce qui fait que, bah, en fait, pour nous, Astérix Obélix Mission Cléopâtre, c'est le film Astérix et Obélix. Mais en fait, en termes d'entrée à l'international, le premier était bien meilleur et bien mieux amené. Et en fait, c'est un peu plus ça pour l'international aussi. Donc du coup, ils ont ça aussi dans ce scope-là de viser l'international. Et évidemment, faire un truc sur la Chine, je vous laisse évidemment imaginer pourquoi est-ce qu'on le fait aussi, quoi. Mais voilà. Donc bon. Les meilleurs Astérix et Obélix depuis Cléopâtre, c'est ceux d'Astier. Ouais, c'est les films action, Le Secret de la Potion Magique que j'avais beaucoup aimé, ouais. Merci beaucoup, Tips, merci. Il y a aussi Le Domaine des Dieux qui était pas mal. Merci beaucoup, Tips, merci pour le 14e mois. Contre César, c'était ouf. Ouais, il était pas mal. En fait, en gros, il était marquant, quoi. C'est-à-dire qu'au moins, il se passait quelque chose. Il y avait un scénario, quoi. Il se passait un truc. Là, alors que là, effectivement, le film de Canet, bah, je comprends effectivement qu'ils veulent faire un peu quelque chose à la... Enfin, tu sens qu'il veut faire un truc à la Chabat, quoi. Mais punaise, mais j'ai vu une interview de Cassel qui dit que, en gros, ce film va titiller le Mission Cléopâtre de Alain Chabat. Je suis en mode, mais what? Mais quand même, c'est... Je suis quand même... J'étais, mais quand j'ai entendu ça, j'étais sur le cul, quoi. J'étais vraiment en mode, ah ouais, d'accord, donc on est vraiment... Oh, l'ego de ouf, quoi. Attends. Est-ce que je l'avais retrouvé? Enfin, j'étais vraiment sur le cul. Je crois que c'est ça, attendez. pense que cet Astérix et Obélix va venir chatouiller de très près, sinon plus, le Astérix de Chabat, qui pour moi a été, pour le moment, ce qui avait été fait de mieux. Enfin, je suis très 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 content d'avoir fait ce truc-là. Et pourtant, à la base, comme ça, moi, je me voyais pas forcément dans Astérix et Obélix. Mais là, quand Guillaume Canet m'a appelé, il m'a dit, tu veux faire Jules César? J'ai dit, Patrick, pour moi, de ce que j'ai vu... Sachez que ce Reels, il date d'il y a 4 mois. Donc on est bien avant la phase de... Ouais, c'est de la promo, bro. Ouais, c'est de la promo, mais quand même... à 4 mois avant la sortie du film, sachant que la séquence a été tournée il y a 1 an. Parce que regardez, il y a un Reels, ça date d'il y a 1 an. Et la vidéo n'a été sortie qu'il y a 4 mois. Mais en fait, l'entretien date d'il y a 1 an. Vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, c'est de la promo, mais de la promo 1 an avant, c'est que t'es quand même un peu convaincu de ce que tu vas dire, quoi. Je pense que cet Astérix et Obélix va venir chatouiller... Il va pas dire que c'est claqué. Bah, il va dire qu'il va attendre les retours du public. Il peut dire ça, quoi. Très près, sinon plus, le Astérix de Chabat, qui pour moi a été, pour le moment, ce qui avait été fait de mieux. Le film n'était pas fini. Oui, le film n'était pas fini. Non, mais voilà, tu vois. Donc ouais, je suis très... donc voilà, en gros, je trouve que c'est pas un très bon film. Et je suis déçu pour Guillaume Canet parce que bah, je trouve ça dommage, je trouve ça un peu dommage, évidemment, de rater un film parce que il a mis 4 ans de sa vie quand même dans le projet. Et il a mis 4 ans de sa vie dans ce projet-là. Et bah, malheureusement, bah, moi, pour le coup, ça a pas cliqué, quoi. Ça a pas cliqué. Et j'ai trouvé bah, assez décevant la proposition. Même s'il y a 65 millions d'euros de budget, bah, franchement, je vous le dis, je vois pas trop les 65 millions d'euros de budget. Vraiment, en tout cas, j'étais pas subjugué par les décors, j'étais pas subjugué par les costumes non plus. J'ai pas, il y a pas de moment où je me suis dit waouh, ok. En fait, il y a pas de scène. Vous vous souvenez de la scène dans Astérix et Obélix Mission Cléopâtre où
Obélix ramasse un scarabée par terre, il se relève, et en fait, quand il se relève, tu vois tous les figurants derrière, tu sais, qui s'activent autour des constructions, etc., des machins. Ça, c'est un plan où t'es en mode, il y a de la musique, il y a des figurants de partout et tout, et t'es en mode, pouah, ça envoie plein la gueule, quoi, tu vois. Et là, il n'y a pas de plan comme ça, il n'y a pas un plan où t'as l'impression d'être dans une énorme ville, ou quoi, enfin, t'as pas cet instant-là, quoi. Et une grosse fourmi. Ouais, c'est ça. Attendez, si je le retrouve. Une grosse fourmi, est-ce que je le retrouve? Ouais, c'est ça, attendez. Je trouve qu'elle a un joli nez. Tu crois que c'est bon du crocodile? Vous pouvez pas faire semblant de vous intéresser un tout petit peu à mon problème là? Oh, Une grosse fourmi. une grosse fourmi. Bon, du coup, après, le plan continue, mais vous voyez un peu l'idée de ce genre de plan? Bah, en fait, il n'y en a pas tellement, quoi. Et aussi, il y a la musique derrière, ça c'est important. Et ça, j'en ai pas parlé, mais la musique, pour le coup, il n'y a pas de, y a pas de musique qui... Est-ce qu'on l'a là? Mhm. Ouais, c'est ça, je crois. Est-ce que c'est ça? Attendez. Ah, la musique, elle était, tu la reconnaissais direct, quoi. Que tu mettes et tu fais chier le monde en récitant les passages par cœur. Ouais, c'est ça. Les derniers films ont été tournés pendant le Covid, qui sont compliqués pour les figurants. Il a été tourné en France, ouais, effectivement. Mais du coup, bah, ça se ressent pas mal, quoi. C'est une reprise, ça, pour le coup. Mais bon, en tout cas, voilà, j'ai pas passé un bon moment devant ce film. Il y a pas de moments qui m'ont, enfin, je suis déçu pour Guillaume Canet. Et voilà, pour moi, je trouve que c'est pas un super film. J'imagine que ça me prend beaucoup de temps. Évidemment, j'en dirais, ouais, mais tu te rends compte le travail que ça représente pour quelqu'un de tous ces 4 années de travail, de vie, etc. Et toi, tu me fais une critique très rapidement. Je suis en mode, bah ouais, mais du coup, bah moi, je suis vraiment pas je suis pas un spécialiste ciné, mais en tout cas, je suis un spectateur qui va régulièrement au cinéma, qui, du coup, a, je pense, quelques outils de comparaison. Et j'avoue que bah, pour celui-là, j'ai vraiment pas passé un bon moment. Et je trouve que c'est dommage d'avoir autant de budget et de faire un truc aussi plat, quoi. Parce que en fait, c'est un peu ce qui ressort de ce film, c'est que c'est plat et qu'il se passe pas grand-chose. Donc voilà. Y a-t-il une bromance dans ce film? Une romance, il y en a 3 dans le film. Il y a 3 romances dans le film. Et elles sont pas très bien faites, quoi. Donc voilà. Donc en vrai, allez voir ce film si vous avez une Juliette avec vous, quelqu'un qui va rigoler et qui va vous donner un peu de bonheur dans votre vie, et qui vous donnera l'impression que même les films un peu soupe à la grimace comme ceux-là sont chouettes. Et, ou sinon, sinon n'y allez pas. Non, mais enfin voilà quoi. Ouais, parce que sinon, enfin, parce que vraiment, c'est ça, ça joue quoi. Ça joue, ça joue. Juliette, ma secrétaire, excusez-moi, bien sûr. Mon daron peut être ma Juliette. Il peut être ta Juliette, ça peut être n'importe qui. Ça peut être n'importe qui. Quelqu'un qui va vous faire, qui va passer un bon moment quoi qu'il arrive. D'avoir créé autant de hype autour, c'est très dommage quand on va voir le résultat. Bah ouais, c'est un peu ça quoi. En même temps, Mission Cléopâtre est la masterclass de la comédie française de ces 30 dernières années. Je pense qu'il faut être objectif et ne pas comparer. Ah non, non, en fait, vraiment, Marco L, je ne compare pas. Je n'attendais absolument pas que ce film soit le nouveau Mission Cléopâtre. C'est juste, et vraiment, juste un mauvais film. C'est malheureusement c'est ça que je suis obligé de dire et je cherchais vraiment pas quelque chose. Franchement, j'ai laissé tomber un truc qui ressemblerait à Mission Cléopâtre. Enfin, franchement, je vous le dis, j'étais pas en mode ah j'espère qu'ils vont refaire un truc comme Mission Cléopâtre. En vrai, même s'ils faisaient quelque chose comme Mission Cléopâtre, bah, on serait un peu déçu parce que rien n'égale l'œuvre originelle en vrai. Il fallait moi j'attendais juste une proposition et un truc enfin quelque chose de voilà quoi qui allait quand même nous subjuguer d'une certaine manière que ce soit par le mot, par le verbe, ou que ce soit par la technique, je sais pas, par le visuel, par la musique, par le scénario peut-être aussi. Et finalement, il n'y a pas il y a rien malheureusement, il n'y a aucune case qui a été cochée pour me permettre d'être pour me permettre d'être satisfait d'un compartiment ou d'un autre. Donc il n'y a pas grand-chose qui m'a fait rire, pas grand-chose qui m'a touché aussi parmi les personnages. Euh,
Et voilà, ce que je ressors, c'est que Gilles Lelouch est un très très bon, pour moi, un futur Obélix, vraiment. C'est un Obélix à en devenir. Et malheureusement, Canet a un peu raté son pari et je suis vraiment, vraiment désolé. Je comprendrai jamais pourquoi ils ont adapté pas une vraie histoire Astérix. Déjà, parti pris était plus que risqué. Parce qu'ils voulaient aussi toucher ils voulaient aussi toucher un public asiatique aussi, je pense. Donc voilà. Ouais, en gros, c'est de la merde. Bah, moi, j'aime pas dire ça parce qu'en vrai, c'est toujours difficile, je trouve, d'être aussi catégorique parce que des gens, ils trouveront leur compte. Mais moi, personnellement, j'ai pas passé un bon moment et je trouve que malheureusement, il coche aucune case, quoi. Il coche aucune case. Parce qu'en fait, je trouve que ce qui est cool avec Astérix et Obélix, c'est que des fois, il arrive à faire appel à notre. Je trouve que les Astérix peuvent parfois, en tant que film en tout cas, créer une sorte de pied, on va dire, peut nous marquer une sorte de. À un moment donné, notre société, elle en est là. Les références, je sais pas, d'humour, de. Tu vois, moi, j'aurais trop vu un Mister V dedans, tu vois. Parce que c'est des mecs qui, tu sais, font beaucoup rire notre génération. Des références, je sais pas, avec des humoristes qui font rire peut-être nos parents. Et peut-être que des bons acteurs, donc des gens qui sont vraiment acteurs à la base, mais qui font écho à plusieurs références d'autres univers et qui arrivent dans Astérix et qui arrivent à nous dire voilà, ça a une référence, tu l'as. Je sais pas, un jingle France Inter, un jingle, je sais pas, qui fasse écho à notre culture à nous actuelle. Et mais alors que là, ça fait plus un film un peu d'entre-soi et où du coup, tu essaies de rentrer dans leur délire, mais ça, ils viennent rarement te chercher. Et du coup, je trouve ça un peu dommage, quoi. Ce film se fait déchirer par la critique. Mais ouais, je le vois, j'ai regardé, je crois, une dizaine de critiques. Bon, après, il y en a vraiment qui abusent dans la critique en mode oui, ça y est, pâté, c'est de nous faire avaler. Enfin, j'ai l'impression qu'ils nous parlent de vaccin alors qu'on parle d'un film, quoi. Donc je suis en mode, c'est pas si grave, hein, ça reste du cinéma, hein, calmons-nous. Hein. Oui, Pâté, c'est de nous faire croire que Guillaume Canet pouvait être le nouveau Alain Chabat. Alors oui, c'est les petits copains du cinéma qui font de l'entre-soi. Je me dis, oh là, 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 calmons-nous, calmons-nous. Calmons-nous, s'il vous plaît. J'ai une place de cinéma gratuite pour aller voir samedi. Non mais pour aller voir, qu'est-ce que je vais voir bah en vrai, tu peux aller voir Vaincre ou mourir. C'est faux, évidemment. Non, Babylone, apparemment, c'est pas si mauvais, le film avec Brad Pitt, là. Apparemment, Babylone, c'est bien, ouais. Faudrait que j'aille le voir. Mais voilà mon avis. J'ai essayé de synthétiser, mais bon, voilà, j'ai pris un peu de temps parce qu'en vrai, j'aime pas les critiques qui sont unilatérales en mode c'est de la merde. Au moins, il faut essayer de détailler un petit peu pourquoi est-ce qu'on a aimé tel truc ou pas aimé telle chose. Moi, je pense qu'effectivement, c'est pas un bon film. Ça, c'est vrai. Je pense que Guillaume Canet a raté son pari et c'est dommage. Il a essayé, il y avait beaucoup de pression, je pense, sur ses épaules, beaucoup de contraintes aussi, que ce soit lié aux agendas des différents guests, parce que je pense que quand on a autant de personnes qui doivent venir faire un film, eh ben, il faut faire avec les agendas de chacun et c'est vraiment pas simple. Les décors sont un peu ratés. Il a eu le Covid aussi. Donc, du coup, ce qui fait que malheureusement, toutes ces embûches ont fait que bah, j'ai pas passé un bon moment, j'ai pas particulièrement rigolé et je l'ai pas trouvé lui particulièrement bon à un Astérix. Et voilà. Et j'espère que ces prochains films seront meilleurs et qu'ils trouveront le succès en salle, bien sûr. Voilà mon avis sur cet Astérix. Le producteur voulait certainement refaire Mission Cléopâtre et on cru au succès qui venait. Mais en fait, c'est ça, le succès vient pas des guests en fait dans Mission Cléopâtre. Parce que en fait, ils viennent des acteurs. Parce qu'en fait, c'est tous des acteurs à la base. Aussi. C'est-à-dire quand t'as Jean-Paul Rouve qui joue. Comment il s'appelle comment Quand. Antivirus, bah en vrai c'est un acteur à la base, mais t'es content de voir Jean-Paul Rouve parce que bah c'est un bon acteur et tout, mais ça marche quoi, ça clique parce que le mec est acteur à la base. C'est vrai que quand t'as Big Flo et Oli qui c'est plus dur quoi. Enfin il y a pas que d'ailleurs, hein, même enfin Angèle et tout, bah c'est vrai que j'ai l'impression qu'on l'a lâché là et que ben enfin bref c'est difficile quoi. C'est Jérôme Sédou qui a forcé pour qu'il soit Astérix. Pour qu'il soit Astérix. Ah ouais, ah ouais bah, il faudra peut-être que ce monsieur te donne des conseils. On dirait un film de potes. Bah, c'est un peu ça, ouais. En fait, c'est une vidéo YouTube à 65 millions d'euros de budget. C'est très dur ce que je dis, mais des fois, ça fait un peu ça. Il y a un gros problème d'écriture. Ouais, l'écriture est vraiment pas folle. Hein. Sur le scénar, t'es pris. À aucun moment, j'ai vibré pour le scénar. À aucun moment, j'ai eu de l'empathie pour un personnage ou quoi.
J'ai entendu dire que Orelsan n'était pas mauvais dans son rôle. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. En vrai, il n'était pas si terrible que ça. Personnellement, je crois que j'ai préféré le personnage d'Orelsan au personnage de Ramsey. Ramsey, pour le coup, en revanche, franchement, à chaque fois qu'il est à l'image, je me dis non, s'il vous plaît, arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez avec Ramsey, s'il vous plaît. José Garcia porte le film. Et ben, on est d'accord. Moi, j'ai bien aimé War Tazu. Pour moi, José Garcia, c'est le seul. C'est vraiment, moi, je l'ai trouvé bien. José Garcia. Pourtant, il y a des gens qui disent oh, il est horrible et tout. Moi, José Garcia, il m'a fait marrer. Franchement, les seules scènes qui m'ont fait un peu rire, c'est vraiment les scènes de José Garcia. Oh, j'adore quand tu dis ça. Non, vraiment, moi, je te jure, il m'a fait vraiment rire. Mais après, j'ai regardé d'autres critiques, personne n'a aimé José Garcia. Du coup, bon, je suis en mode, bon, bah, je suis un peu le seul, tu vois. Et ouais. Ma fille avec Carito en Romain Simplet, c'est bon aussi, j'ai adoré aussi José. Ben, en Romain Simplet, en fait, ils parlent pas trop, quoi. McFly et Carlito, ils bougent, mais effectivement, voilà. Il est bon, Étienne, dans le film. Ben, il est bon. Ted Etienne, écoutez, il est relégué au... Enfin, j'ai vu Ted Etienne parce que je le connais, mais j'avoue que sinon, vous l'auriez pas remarqué, quoi. Parce que Ted, il est vraiment au 3e plan. Mais vous le verrez. Est-ce que Astérix Obélix Mission Cléopâtre a pas mis la barre trop haute dans nos cœurs? Ben, je sais pas, mais c'est... Faut que je vous regarde, faut qu'on se remate l'Astérix et Obélix sur Astérix Obélix Mission Cléopâtre. En vrai, c'est hyper intéressant de voir comment est-ce que ça se passe, ce genre de choses. Je regardais, j'étais avec Bouli, et pour se donner du courage, tellement on était... Donc, c'est une vidéo qui s'appelle Astérix Obélix aux Jeux Olympiques. Et en vrai, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui, je trouve, font écho à Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Je pense qu'il y a beaucoup de problèmes qui peuvent être similaires, et on va écouter ça. C'est hyper intéressant. Totalement démoralisé. On regardait une émission qui parle de la bouffe et des restaurants à l'RTBF. Un truc de Guy Lemaire, Guy Lemaire, voilà. Comment, voilà, Télétourisme. Télétourisme. Voilà. Ah oui, là tu étais vraiment mal. Ah, j'allais très mal. Ah oui. Le 25 mars 2007, près de Namur, en Wallonie, l'acteur Benoît Poulvorde, avec 1,42 g d'alcool dans le sang, percute la façade d'une maison au volant de son 4x4. 8 mois plus tard, en pleine promo pour le film Les Deux Mondes de Daniel Cohen, il confesse chez Marc-Olivier Fogiel être gravement dépressif depuis le tournage d'Astérix aux Jeux Olympiques. Évidemment, on ne souhaite ça à personne de l'Empire du Milieu, bien sûr. J'ai dû le dire à la télé parce qu'on m'a piégé, sinon je n'en aurais pas parlé. Au fur et à mesure des interviews, Poulvorde parle de son mal-être, de la difficulté d'avoir passé 5 mois intensifs sous la chaleur espagnole. 5 mois. Écoute, j'ai tourné un mois entier. Rien que pour faire les 7 minutes de course de char, parce que c'est moi qui suis sur le char, hein, avec les 4 chevaux. Et crois-moi bien que tu te chies dessus avec les 4 chevaux. Et 1 mois, et je ne dis rien d'autre que yep, ya, oh, ha, yeah. Et d'une production compliquée où tout le monde s'est ennuyé. Cet acteur, Nathan Jones, a perdu ses valises et ça fait maintenant 3 jours qu'il se balade en peignoir. Sa patience a des limites. Et si on ajoute à ça des comédiens coupés au montage et le producteur du film Thomas Langman en pleine affaire de prostitution et d'extorsion de fonds peu avant la sortie du long métrage. Mais tiens, mais autant, mais c'est pas vrai. Ben je vois que Monsieur Langman a des fréquentations plus que recommandables, dis donc. Ça donne un bon sujet pour une vidéo. Monsieur Alors, Harvey dès les Weinstein. années 60 déjà, de nombreux réalisateurs et acteurs ont contacté Uderzo et Goscinny pour porter le petit moustachu en chair et en os sur grand écran. Claude Lelouch a tenté, mais les deux auteurs ont refusé, et même Louis de Funès s'est essayé un temps, mais a très vite Louis de Funès en Astérix, ça aurait été très drôle. laissé tomber. Ils sont pas du tout en état de marcher. Mais en 1993, Thomas Langman, le fils du producteur Claude Berry et âgé de 22 ans à l'époque, voit que la licence Astérix est au beau fixe, avec le parc d'attractions commençant enfin à sortir la tête de l'eau, le carton des jeux Infogrames sur Nintendo, bref, il contacte Sylvie Uderzo, la fille d'Albert. Vous savez, le seul truc que ça m'a donné envie de faire Astérix Obélix l'Empire du Milieu, c'est de rejouer à Astérix Obélix XXL. Ça m'a grave donné envie. Pour le convaincre de participer à un Astérix en live. C'est ça. Je vois pas quoi c'est une bonne nouvelle, mais c'est ça. Claude Berry n'est pas super chaud au départ pour produire le film, car un tel projet demanderait une masse de pognon. Au moins l'art contemporain, hein. Il vient tout juste de réaliser Germinal, le film le plus cher du cinéma français. Horrible. Germinal, horrible film. J'avais été choqué quand j'étais gamin, quand la dame coupe les couilles du mec et qu'elle les jette. Horrible film. Avec déjà Gérard Depardieu dedans. Mais bref, après avoir un temps essayé j'étais gamin, de en faire tout le cas, film ça m'avait avec choqué. Poiré Clavier, responsable des visiteurs, c'est finalement Claude Zidi qui prend le relais pour, les visiteurs en fait, mais dans l'univers d'Astérix. Oh
c'est quand même dégueu. Avec Clavier qui gueule toujours autant. Et Panoramix à la place de Zébus. Et alors, notre village sera rayé de la carte pour toujours. Un Galabru, c'est vrai, en bras raccourcis, c'était très stylé. Oh, putain, Jérôme Commander en bras raccourcis, par contre, je n'y crois, mais à aucun moment. Parce que du coup, c'est Jérôme Commander qui joue à bras raccourcis. Oh, c'est vraiment... Catastrophe. Vous connaissez mon point de vue sur ce film, j'ai déjà fait une grosse vidéo dessus. Avec son budget de 42 millions d'euros, à nouveau le film le plus cher du cinéma français, hors Besson, Astérix et Obélix contre César dépassa toutes les attentes en faisant 9 millions d'entrées en France et 24 millions dans le monde. Du coup, un autre film fut mis en chantier, cette fois-ci par Alain Chabat en 2002 avec un humour Canal+, et un Jamel Debbouze en vraie star du film pendant que Clavier et Depardieu se la jouent touristes en sourdine. C'est quoi ces gros raisins là? C'est des dates, Obélix. Ça pousse tout en haut des arbres là-bas. Bref, plus réussi que le premier film et plus fidèle à la BD... Non mais rien que, tu vois, rien que ça, c'est une idée déjà. Bref, plus réussi que le premier film et... En fait, c'est ça, rien que ça déjà, c'est à plus d'idées que l'ensemble de l'Empire du Milieu. Parce que je trouve que c'est déjà rien... Enfin, et puis je crois que c'est en plus c'est un hommage à une case directe de la BD, et du coup le refaire, ça avait complètement du sens, tu vois, au cinéma. Enfin, voilà. Non mais ouf, non mais je suis désolé, mais... Le radeau, pardon, j'ai dit quoi? Excuse-moi, j'ai dit c'est un tableau. Oui, je sais, mais je trouve que du coup, là, il y a une référence un peu subtile. Enfin, subtile, elle est pas très subtile si t'as la référence du tableau, mais c'est dans le BD, c'est dans la BD qui est déjà une référence donc au tableau du radeau de la Méduse. Et du coup, le fait de le refaire, je trouve que ça a du sens parce que du coup, c'est drôle, ça amène, ça montre autre chose que juste les mecs qui sont dans l'eau et en mode oh non, on a encore raté. Enfin, tu vois, vous voyez ce que je veux dire? Je trouve que c'était bien amené, quoi. C'était une bonne idée encore de le refaire. Et plus fidèle à la BD, Astérix et Obélix Mission Cléopâtre avec ses 50 millions... Tu vois, mais rien que ça, rien que le char derrière. Le char de Cléopâtre, vous vous souvenez du char de Cléopâtre? Rien que ça, t'es en mode, ça envoie, c'est réel, c'est vrai, tu vois. Et ben, je peux vous dire qu'il n'y a pas ça dans l'Empire du Milieu. Il n'y a rien de... Je parle même pas, pour le coup, d'humour et de scénario. Je parle juste d'ambition visuelle, en fait. Je vous parle juste d'ambition visuelle. Le budget fit 14 millions d'entrées en France, mais alors seulement 10 millions à l'étranger. Grandiose. Ben, moi, je fais déjà, je peux te dire que par rapport à l'autre, c'est bien plus grandiose. Étranger. C'est une autre culture. À cause peut-être de son humour typiquement canal et d'un manque d'acteurs européens. J'y avais pas pensé. Albert Uderzo a dit lui-même ne pas trop aimer l'humour du second film et reproche à Chabat d'avoir relégué ses personnages au second plan. Bon, après, j'ai aussi entendu dire qu'Uderzo n'avait pas apprécié être mis de côté durant la promo du film, et qu'il a été vexé que Chabat ait plus insisté sur Goscinny plutôt que sur Uderzo. D'ailleurs, tu ne vois pas une seule seconde Albert Uderzo sur le DVD. Aïe aïe aïe. Enfin, ça pareil, on a fait une vidéo sur ce film avec Ginger Force sur sa chaîne en 2014. On va pas parler du 1, hein? Non. Ok. Donc forcément, après l'immense succès des deux premiers films, Claude Berry annonce dans l'émission Capitale du 3 novembre 2002, dont j'ai pas les images, la mise en chantier d'Astérix en Hispania, prévue pour 2005 et réalisée par un Gérard Jugnot fraîchement auréolé du succès de Monsieur Batignolles. Le film aurait été les retrouvailles de la troupe du Splendide, mais dans l'univers d'Astérix avec Michel Blanc en César. Le problème, c'est qu'Uderzo n'avait jamais donné son accord, car il sentait que le film serait un Mission Cléopâtre bis, et donc pas du tout fidèle à sa vision des personnages. Alors qu'à cela ne tienne, Berry décida de passer outre les ayants droit et Gérard Jugnot écrivit quand même le scénario, aux côtés du scénariste Philippe Lopez Curval de Casque Bleu et Monsieur Batignolles. Vous allez bientôt avoir un film à faire, c'est-à-dire vous allez faire Astérix en Hispania, c'est-à-dire qu'après Claude Zidi qui a fait le premier, Alain Chabat qui a fait le deuxième, vous allez faire le troisième. Ouais, on commence là à écrire. Ah, fallait pas. Aïe aïe aïe, la question qu'il faut pas. On se retrouve donc exactement dans la même situation qu'avec Astérix le Gaulois en 1967, quand la compagnie Belle Vision avait produit des longs métrages basés sur les albums d'Astérix, mais sans l'accord des auteurs. Donc pas le meilleur départ pour GG. Hein. Tout s'enchaîne en mai 2003, en plein festival de Cannes, car alors d'un côté nous avons Claude Berry qui profite du marché du film pour vendre les droits d'Astérix en Hispania à l'international, toujours sans l'accord des ayants droit, et de l'autre Sylvie Uderzo et Anne Goscinny, les filles des auteurs, qui annoncent, elles, la production d'Astérix et les Vikings, le nouveau film d'animation mettant en scène le Gaulois est financé par M6. Bonjour.
Et c'est ainsi que la production d'Astérix en Hispania fut cannée. Alors déjà afin de ne pas faire honte au film d'animation, et surtout parce qu'Uderzo n'avait pas supporté que Claude Berry fasse le film dans son dos. Et de fait, depuis 2004, chaque compagnie voulant produire un Astérix devrait négocier à chaque fois les droits. Et aucune adaptation ne peut être faite sans l'aval d'Albert Uderzo, qui garde ainsi, lui et sa famille, le final cut sur tous les longs métrages. Astérix Obélix au service de Sa Majesté. Je pense qu'on parle pas assez de ce film, mais celui-là est vraiment très très naze pour le coup. Et pour le coup, je pense que vraiment, il est vraiment très nul. Et je pense que l'Empire du Milieu est quand même meilleur. Il me semble. Hein. Ainsi, lui et sa famille. Il est quand même meilleur, l'Empire du Milieu. Il me semble, en tout cas. Du souvenir que j'ai d'avoir vu ce film. Le final cut sur tous les longs métrages. C'est pour ça qu'on ne pourra plus jamais avoir d'Astérix au cinéma se réclamant de Mission Cléopâtre. Et c'est pour ça qu'on a eu Astérix aux Jeux Olympiques à la place d'Astérix en Hispania. Et c'est parce que Junio ne put pas faire son Astérix version splendide que Christian Clavier lui proposa de faire quand même un film avec la troupe. Ce qui donna l'exécrable Les Bronzés 3 en 2009 et ses 10 millions d'entrées. Ils ont fait 10 millions d'entrées avec ce film, la vache. J'étais sûr qu'il réagirait comme un con. Et c'est dommage, peut-être qu'Astérix en Hispania n'aurait pas été génial, mais en tout cas j'aurais préféré quand même voir ça que Les Bronzés 3 ou Astérix aux Jeux Olympiques. Car c'est ainsi que Thomas Langmann, sachant que le projet de Junio était tombé à l'eau, proposa fin 2003 à Sylvie Uderzo l'idée d'un Astérix aux Jeux Olympiques, prévu pour 2007, afin de surfer sur l'engouement des Jeux de Beijing de 2008. Ce qui est très amusant parce que Goscinny avait justement eu l'idée de l'album en 68 pour correspondre avec les Jeux Olympiques de Mexico. En plus, ça permettait de faire comme pour le premier film, en mettant tout plein de comédiens européens. Et du coup, de demander à ces pays-là d'investir massivement pour qu'on puisse avoir un film qui effectivement rivalise avec Harry Potter hier, Indiana Jones demain. D'où la présence de l'espagnol Santiago Segura en Docteur Mabus, grand fan d'Astérix, qui triomphait au même moment en Espagne avec la saga des Torrente, alors des comédies policières qu'il a écrit et réalisées parodiant les films des années 80. Et on le reverra en France dans Comme un chef, en maître de la cuisine moléculaire. Continuez à manier. J'ai une passion pour les films de restaurant depuis Ratatouille, ne me jugez pas. Le but c'est de rivaliser avec Harry Potter hier, Indiana Jones demain. Pour l'anecdote, il est tellement fan d'Astérix qu'il renonça à des bonus sur son contrat en échange d'un dessin d'Uderzo. Puis on a les Italiens Luca Bizzarri et Paolo Cesaroglu en alpha et bêta aux côtés d'Elise Moon, qui sont alors un duo de comiques hyper populaire en Italie et qui, là, servent à rien, il faut le dire. Si c'est un cadeau, c'est mal poli des réfugiés. Non, monsieur Brutus. Puis on a aussi Michael Herbig, en Pas un mot de plus, qui venait d'écrire et réaliser en 2004 Raumschiff Surprise et ses 9 millions d'entrées. Une parodie évidente de la menace fantôme, un acteur par et pays, qui, alors dans Astérix, a la langue coupée, donc il parle pas du tout. Ouais, en même temps, Poulvord et l'allemand, ça fait deux. Mais tu t'es déjà regardé, tu te crois malin parce que tu parles allemand, j'ai ri moi à ta blague, j'ai ri aussi quand Aristote il a rajouté sur relatif. Et toi tu te permets de me juger hein, tu viens bramer allemand dans mes oreilles. Et il doublera Brutus pour la version allemande, donc ça va en fait. C'est d'ailleurs cette version que j'ai vue en premier au cinéma. Oui, la version allemande. J'étais à Francfort pour un entretien, c'est une longue histoire. Puis il y a aussi l'italienne Vanessa Hessler, que les Français connaissaient à l'époque, surtout pour avoir été le visage d'Alice. Ah, mais oui, c'est vrai ça. Sa raison de pas se laisser faire. Et qui remplaça au pied levé la brésilienne Gisèle Butchen pour des raisons. Ah là là, l'ex-femme de Tom Brady, you know. Raisons qu'on ignore. Aïe 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 aïe, Gisèle Butchen, qui a quitté Tom Brady parce qu'il n'a pas pris sa retraite. Aïe 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 aïe. Et qui est doublée en français par une actrice française dont je ne suis pas parvenu à trouver le nom. Je n'épouserai pas Brutus, parce que j'en aime un autre. Enfin, on peut aussi ajouter l'espagnole Monica Cruz, créditée au générique en tant qu'Esmeralda, mais alors toutes ces scènes ont, semble-t-il, été coupées au montage, parce que, bon, alors moi, tout ce que je sais en matant ce making-of espagnol, c'est qu'elle jouait une danseuse de corne du russe, ce qui est normal, puisqu'elle jouait au même moment une danseuse dans la série Undo Stress, mais impossible d'en trouver trace dans tout le film. Donc, est-ce qu'elle a voulu faire retirer sa scène? Est-ce que c'était trop osé pour Uderzo? Aucune idée, en tout cas, elle est créditée, mais n'apparaît pas dans Astérix 3. Coup dur. Mais enfin, du coup, grâce à ce cast européen, ils ont pu avoir quand même 43 millions d'euros sur les 78 du budget du film, de la part de producteurs espagnols, italiens et allemands. Bon, alors curieusement, t'as aucune star grecque dans tout le film, hein, alors que ça se passe en Grèce, mais bon. Ah, il y avait aussi des rumeurs évoquant Claudia Cardinal, sûrement en Cléopâtre, et Elsa Pataki, d'Is No Good. Puis alors tu devais aussi avoir Danny Boone en Mordicus, mais il a préféré réaliser Bienvenue chez les Ch'tis.
Bien vu. Putain, le move S-tier de la part de Danny Boone, qui a préféré faire Bienvenue chez les Ch'tis que... Oh là là, très bien vu de sa part. Le beau move. Le move de génie. Comme quoi, on parle souvent des moves un peu ratés au cinéma, mais autant celui-là est plutôt bien joué. Bon choix. Et du coup, il a été remplacé par Alexandre Astier. Ah, il aurait joué ce rôle-là. Ouais, l'enfer. Ah non, il a bien fait. Il a vraiment bien fait de faire les ch'tis. Ah, il devait faire le rôle d'Alexandre Astier. Qui en était la saison 3 de Kaamelott et qui a même eu le droit d'écrire ses propres répliques. Oui, bah voilà, c'est ça. On a des interstices. Alors ce qui est drôle, c'est que tu le sens de moins en moins impliqué au fur et à mesure du long métrage. Et il a même plus le droit à la parole pour ses scènes finales. Et alors ce qui est marrant, c'est qu'il tournera Kaamelott livre 6, situé à Rome, l'année de la sortie du film. Puis il devait y avoir Poulvord dedans, mais ça faisait peut-être un peu trop doublon. La difficulté, c'est que comme la saison 6 de Kaamelott, il y a pas mal de choses qui se passent à Rome. Et je voudrais pas que Benoît revienne dans les mêmes conditions que dans Astérix, justement. C'est ça qui est un petit peu compliqué. Donc la saison 7 peut-être. Par exemple. Enfin, les premières annonces mentionnaient aussi Jean-Claude Van Damme en corne du russe, mais il quitta le film peu avant le tournage et a été remplacé par le champion de Muay Thai, Jérôme Le Banner, qui, alors bon, c'est son second film, et c'est pas facile à jouer la comédie, donc il galère. C'est moi qui ai été sélectionné pour représenter Rome aux Jeux Olympiques par Jupiter. Mais il a fait beaucoup de progrès depuis. C'est ça mon boulot, tu comprends? A été meilleur dans Fatal, ouais. Attention, c'est pour que tu te pétais des clavicules. Putain, on avait dit pas de photo. Au niveau des remplaçants, si Depardieu reprend encore une fois son rôle d'Obélix, avec comme garantie de ne pouvoir tourner que l'après-midi, l'accès à un buffet illimité toute la journée, ainsi qu'un cachet estimé à 1,4 million d'euros. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes là? Qu'est-ce que tu essayes de me faire dire? Tu essayes de quoi? Tu essayes de me parler de l'argent, c'est ça? On trouve cette fois Clovis Cornillac en Astérix, remplaçant de fait les exigences de Depardieu, c'est je dois manger tous les jours, je ne tourne que l'après-midi. Oh l'angoisse, l'angoisse. Putain, GG, c'est vraiment, il pissait sur les productions, quoi. En parlant de retraite, Raphaël Varane vient d'annoncer la sienne internationale. Mais non, il vient d'annoncer sa retraite internationale. Aïe, aïe, aïe. Bon, Raphaël, ouais. Ah, il fallait... Raphaël, il faut passer le flambeau, quoi. Il faut passer le flambeau. Buffet à volonté, je te jure, c'est vraiment particulier comme demande, quoi. Christian Clavier restait fidèle à Gérard Jugnot. Je sais pas, je trouve plus beau. Non, arrête. Si, t'es plus beau quand même. Perso, j'aime assez l'Astérix de Cornillac, surtout qu'il reprend plusieurs postures du personnage. Bon alors par contre, le film aurait peut-être dû s'appeler Astérix assiste aux Jeux Olympiques, parce qu'on ne le voit que très rarement faire des trucs. Mais même lors de la course de char à la fin, il reste sur le côté. Alors qu'il a un peu marqué son nom en gros là, hein. Et puis il est même là devant tout le monde. Mais non. Panoramix aussi a très peu de choses à faire, même qu'à la fin tu te souviens même plus de lui dans le film. Surtout que Panoramix est joué par Jean-Pierre Cassel, et c'était son dernier rôle. I love you, son. Même dans le second film, Alain Chabat s'était quand même débrouillé pour mettre quelques scènes juste avec nos trois Gaulois. Mais là, non, ils sont juste en support du Schtroumpf amoureux à la Folix, interprété par un Stéphane Rousseau insipide, qui avait pour consigne de ne surtout pas être drôle, car ça aurait effacé le côté romantique de son personnage. Ah mais l'angoisse des demandes. C'est dommage, surtout qu'il est très drôle normalement, Stéphane Rousseau. Moi, ça fait des années que j'ai arrêté de prendre des bains, et même des douches. Je fais comme les facochères. Je me nettoie en me frottant avec du sable, et je respecte la nature. Quelle angoisse ce personnage dans Fatal. Certes, alors tu le vois dans tout le film, mais son seul gag, c'est quand il tombe dans l'eau au début. C'est vrai que je comprenais pas trop le personnage être le top de l'humour, hein, visiblement, dans le film. Ne pourrait me les faire oublier. Vache, mais c'est nul! Mais qu'est-ce que je vous disais? Oh non, mais vous me disiez c'est nul. Non mais d'accord, mais là c'est affligeant, y a rien. Puis il est même pas là. Il est pas là, Stéphane Rousseau. Donc pourquoi c'est le premier rôle? Oui, il est même pas là. C'est vrai que Stéphane Rousseau, c'est quand même étonnant parce que moi je comprenais pas son. En fait, avec un peu de recul, quand j'étais gamin, j'étais en mode ah ok, bah moi je connais Stéphane Rousseau parce que j'avais déjà vu des sketchs de lui. Mais du coup, j'étais en mode mais pourquoi il est là quoi? Pourquoi il est là? Parce que vraiment. C'est pas lui que je vois pourtant. Enfin, tu vois, je le voyais vraiment comme quelqu'un de drôle et je le voyais comme quelqu'un de romantique. Du coup, mon cerveau il connectait pas trop à ce moment-là. Astérix sur le char. C'est pas Stéphane Rousseau? Alors vous avez remarqué que je ne cause que de Langman, et pas du co-réalisateur Frédéric Forestier, qui semble de plus en plus fatigué au fur et à mesure du tournage quand tu vois le making-of. Ni des co-scénaristes Olivier Daza, collaborateur récurrent de Poulvord avec le vélo de Ghislain Lambert et Podium, et ni du duo Franck Magnier et Alexandre Charlot, qui venaient tout juste de quitter les Guignols après la très lourde tâche de remplacer Jean-François Alain et Benoît Delépine. Mais c'est parce que Langman était producteur du film, et de ce fait avait la main partout, en remaniant le scénario au jour le jour selon ses caméos disponibles. Et qui disent qu'à
qu'Astérix ressemble de très loin à ce qu'ils ont écrit. Heureusement, ils ont fait Bienvenue chez les Ch'tis derrière. Alors, dans Astérix, Langman voulait faire un mix entre les deux premiers films Astérix, mais il a pris que le pas terrible de chaque. Et genre dans le 2, bon, t'avais des caméos drôles partout, et ben là, il a gardé les caméos. Mais ils font rien de drôle. Genre là, t'as Arsène Mosca, ici, qui dit juste une réplique. Vous n'étiez pas attendu, oh Brutus. Et qui disparaît. Alors qu'il est très drôle, Arsène Mosca. Toi, tu es quoi, toi? Hein? Tu es quoi? Tu es quoi? Tu es quoi, toi? C'est vrai que ce passage, non. Ah, tu es un traître, comme ta petite taille le laissait deviner. Ah ouais, toi, tu es quoi, toi? Tu es quoi, Nartinomok? Tu es quoi? C'est vrai que ce passage dans le carnet d'espion, il est incroyable. Silence, l'octave. Et du premier film, il a voulu garder l'aspect visiteur. Ok, mais que les moments dégueulasses, comme quand tu vois la poupée José Garcia qui devient vivante. Et t'as aussi un passage avec des coléoptères dégueux, qui fait grave penser à la scène chelou du Colisée. Et en ce qui concerne l'album Astérix aux Jeux Olympiques, bah alors, mis à part le petit texte d'intro de chaque album lu par Pierre Tchernia, nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par les Romains. Toute? Non. Quelque part en Armorique, un petit village résiste à l'envahisseur, un petit village entouré de camps retranchés romains. Les 3 pages où tu découvres Cornelius, une scène reproduite quasi à l'identique dans le film, il est vrai. Les quelques cases où nos Gaulois disent qu'ils sont romains, et les 2 cases sur la langue bleue, bah en gros t'as que 5 pages de l'album que tu retrouves dans le film. T'as même pas les thèmes de la BD en fait. Ok, t'as quand même une partie sur le dopage, mais tout le passage qui se moque des croisières quand les Gaulois partent rejoindre l'Olympique, ah oui, ça c'est vrai, c'est pas dans le film. Ça y avait pas. Du coup, t'as pas les je me souviens quand j'étais gamin, j'étais trop déçu. Parce que 2008, du coup, j'ai 13 ans. Bah, du coup, 13 ans, ouais. Je me souviens que j'étais trop déçu parce que c'était un des passages que je préférais dans la saga, c'est quand ils partaient en croisière. Et je suis en mode, bah, c'est trop dommage que du coup, ils aient pas fait ça. Mais même pas en la reprenant, en la reprenant à l'identique, ils auraient pu l'adapter un peu aux croisières des années 2000, quoi, tu vois. Et, ouais. Pirate ? T'as pas non plus toute la critique du tourisme à la française quand ils visitent Athènes là et se moquent des vieilles pierres, alors que justement ça aurait fait marrer les Européens, c'était parfait. Puis ils mettent de côté aussi tout l'aspect politique avec les références aux retombées économiques quand organisent les Jeux Olympiques, et au fait que les Grecs laissent un peu gagner les Romains pour attirer les visiteurs étrangers. Et puis t'as pas non plus toute la partie sur la mauvaise foi des supporters, que quand ils mettent les mauvais résultats d'Astérix sur le dos de la nourriture locale et le terrain lourd. Ouais, la seule référence aux supporters français, c'est Francis Lalanne dans les tribunes, en référence à la Coupe du Monde de Corée en 202002, quand il accompagnait les joueurs français. Même s'il est de la France sur son maillot bleu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Je vous assure, même quand t'es joueur de Départemental 4, t'as vraiment pas envie que Francis Lalanne vienne te chanter une musique. Là, Ulrich Gramé, il est en mode, s'il vous plaît, butez-moi. I want to die. On ne lira jamais Christian, mais toujours... Oh là là, ils répètent et tout, ils sont trop gentils, vraiment c'est vraiment des amours, hein. C'est vraiment des amours de prendre le temps de lui répondre. Moi j'aurais craché au visage. Oh là 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 là. Alors on a fait quoi cette Coupe du Monde? On a perdu contre le Sénégal et on a été éliminé au premier tour. Voilà, c'est comme disait Roger Le Maire, le Sénégal les gars. Le Sénégal. Le Sénégal les gars. Putain... Donc alors déjà, merci la référence datée. Oh, Mouloud Achour! Incroyable. Incroyable, Mouloud, il foutait quoi là? Mais surtout, pour bien vous montrer à quel point ils avaient la flemme niveau humour, ici, Francis Lalanne s'appelle... Francis Lalanix. C'est pas une blague. C'est son blaze, c'est littéralement son blaze. Donc si moi je vais dans un Astérix Obélix, je m'appellerais Rivenzix. J'aurais aucun jeu de mots, c'est littéralement le nom du type. Juste avec des X à la fin. Casse les couilles. Bah ça en devient drôle, mais je pense pas que ce soit pour la bonne raison. Au humour, ici, Francis Lalanne s'appelle... Francis Lalanix. C'est pas une blague. Donnez-moi vos noms de Gaulois, s'il vous plaît. J'appelle pas ça des blagues. On va voir si c'est drôle. Ça me fait penser au début du film des Pierres à feu, quand il chante Steven Spielberg dans Steven Spielberg. Enchanté. Et si vraiment vous vouliez conserver le nom, pourquoi pas, juste ça comme ça, hein, au lieu de Francis Lalanix, Alexandrus. Lalanne Francix. Puis le truc le plus choquant par rapport à l'album, c'est que tu ne retrouves aucune, je dis bien aucune, phrase de Goscinny là-dedans. En fait, quand t'entends Langman et Forestier causer, tu te rends compte qu'ils ont mis toute la partie Goscinny de côté et qu'ils ne se sont intéressés qu'au dessin d'Uderzo. Peut-être pour flatter Albert, qui était coproducteur du film, ou peut-être qu'Uderzo voulait qu'Astérix aux Jeux Olympiques soit son film, la différence de Mission Cléopâtre qui se revendiquait de Goscinny. Je suis mon cher ami, très heureux de te voir. C'est un alexandrin. Donc le film, c'est quoi? Putain, mais ça c'est drôle. Je vous jure, c'est la première fois que je capte cette vanne. J'étais trop petit quand la dernière fois que je l'ai vu.
Ah mais what? Parce qu'en fait, il dit un alexandrin et il dit c'est un alexandrin. Mais incroyable. Enfin, c'est pas incroyable, mais je trouve ça très drôle. Désolé, j'ai vu Astérix Obélix l'Empire du Milieu hier, donc je me satisfais de beaucoup de choses. Jeux Olympiques soit son film, la différence de Mission Cléopâtre qui se revendiquait de Goscinny. Je suis mon cher ami, très heureux de te voir. Je suis mon cher ami, très heureux de te... Ah bah non, ça fait 10. C'est un Alexandre. Je suis mon cher... Ah oui, très heureux de te voir. Oui, vous avez raison, c'est un Alexandre, c'est un Alexandre. T'as mal compté, j'ai très mal compté. Donc le film, c'est quoi? Eh bien, c'est surtout l'histoire d'Alafolix tombé amoureux de l'effigie d'une princesse grecque. Quoi, c'est vous sur la pièce de bronze, là? Un dragme amoureux, en quelque sorte. En gros, ça fait des mois qu'il lui envoie des missives enflammées via Télégraphix le pigeon, ce qui met la demoiselle dans tous ses états. Au mystérieux prince charmant, un gratteur de parchemin à l'eau de rose. Oh, hey. Je suis tombée amoureuse de ces mots. Ouais, sauf que c'est même pas ces mots, en fait, puisque t'apprends plus tard que c'est Obélix qui joue les Cyrano. Voici Obélix, ma princesse. Je suis juste son garde du cœur, enfin, du corps. C'est pitoyable, mais pourquoi un Gaulois? Bon, alors déjà, je ne ferai pas du tout confiance à Obélix version GG pour les conseils amoureux, parce que je vous rappelle que sa méthode dans le premier, pour choper une fille, était de l'attirer toute seule dans un coin pour lui faire boire un truc chelou. Qu'est-ce que c'est? Valvala, même, simplement, Très elle s'en est bizarre. pas encore rendu Ok. compte. Puis, alors surtout, Irina est donc... Petite pull de GHB de la part d'Obélix. Ok, voilà. MeToo est passé par là, hein, Obélix. Il va falloir changer un peu les méthodes. Hein. donc amoureuse d'un gros mytho, hein, qui a semble-t-il flashé sur une pièce de monnaie. Perso, je pense qu'Alafolix c'est juste un escroc qui veut grimper dans la haute par tous les moyens, mais passons. En tout cas, la belle est promise à Brutus, qui, alors certes est un tyran qui veut buter son père, mais au moins il écrit lui-même ses poèmes. Je sais que vous aimez la poésie, et ça tombe bien. J'en suis moi-même très féru. Pigeon, oiseau à la grise robe, dans l'enfer des villes, à mon regard tu te dérobes. Tu es vraiment le plus agile. Besoin de rien, envie de toi, comme l'hiver aime l'automne. Besoin de rien, envie de toi, envie de toi. Besoin de rien, envie de toi. Bah, je suis, mais je m'en fous, comme l'amour aime Vérone. Enfin, c'était superbe, hein. C'était très très drôle. Dans une des seules scènes improvisées de tout le film. Oui, Poulvord joue Brutus, mais... Ah, c'est une scène improvisée, ça? Ah, j'aurais aimé voir le résultat. Ah oui, d'accord. Et ça, c'était mieux que ce qui était écrit. Bah, Vraiment, je suis content qu'ils aient gardé ça, parce que sinon, c'était moins bien. Passé les assez bonnes 15 premières minutes du film, il n'a plus du tout le droit d'improviser, et sûrement pour ne pas faire exploser le budget. Et celles et ceux qui, comme moi, s'attendaient à de belles envolées comme... Qu'est-ce que vous regardez? Hein? J'ai une queue de dragon au cul? Non, alors retour assiette! Ou... Tais-toi! Je te flagelle la gueule à coups de cravache! Eh ben, c'est mort. C'est-à-dire que parce qu'on a un peu claqué le pognon dans la boisson, la bouffe et tout ça, eh ben on est un petit peu sec sur l'argent qui reste pour les sketchs. Alors il y en a toujours un qui va être moins bon avec moins de moyens, et c'est celui-ci. Histoire de départager ces deux tourtereaux, Alice déclare donc « J'épouserai le vainqueur des Jeux Olympiques. » et les Gaulois accompagnent alors Alafolix pour lui faire remporter les Jeux Olympiques. Ouais, en gros, on se retrouve exactement devant le scénario d'un de ces Marx Brothers de la MGM quand ils aident des couples d'amoureux. Ouais, là c'est pareil. Astérix et Obélix sont juste en support, les vrais stars c'est Rousseau et Poulvord. On me le dit, mais... Parce que c'est les aventures de Brutus et César, je veux dire, c'est... Et où Astérix fait de la figuration. Est-ce que ça, c'était déjà palpable au tournage? Ah non, non, c'était pas palpable au tournage. C'est pour ça que je prends pas la promo à bras-le-corps. Non mais c'est vrai, je dis... Non, je l'ai pas vu le film, donc... C'est peut-être parce que... Parce que moi, ça fait 4 fois qu'on me le répète, donc je dis... Mais c'est parce que le film faisait... Là, ça veut dire que ça prend un beat, ça va être de ma gueule, quoi. Ça va être pour ma gueule, ça, tu vas voir. Voilà. C'est ça. Voilà. C'est ça la mauvaise et la bonne nouvelle que je viens t'annoncer aujourd'hui, c'est qu'effectivement... Ah ouais, c'est ça, ça va encore être... Tu portes le film. Ça va encore être de ma faute, quoi. En gros, tu portes le film. Mais bon, enfin bon, c'est Astérix et Obélix, c'est pas moi. Putain, ça me fout la boule. Et l'autre grande star du film, eh bien, c'est Alain Delon en César, qui joue donc Alain Delon. Avec moi. Alors la promo te montrait ça comme super original, mais il s'était déjà moqué de lui-même dans les 101 nuits d'Agnès Varda, quand tu l'entendais débarquer en hélicoptère. Alain Delon chez nous. Bonjour. Bonjour, quel choc. Ou même dans les acteurs de Bertrand Blier. Action. Il va pas y en avoir beaucoup d'action. Bref, Delon qui joue Delon, qui dit là qu'il se moque de lui-même, mais qui avait quand même insisté pour que le film se termine sur sa gueule, et qui quittait les plateaux une fois qu'il avait fini de tourner. Moi, personnellement, j'ai jamais senti que Delon se moquait de lui-même. Moi, j'ai toujours trouvé que Delon était bien content qu'on le traite... Enfin, moi, j'ai jamais trouvé trop de second degré dans ce truc-là, quoi.
réplique. C'est pas toujours facile, hein, parce que... Mais je me suis adapté, j'ai dit, bon, bah écoute, c'est comme ça, et puis voilà. Non, parfois je faisais un contre-champ 4 jours plus tard, hein. Donc pour expliquer aux gens, c'est-à-dire que là on est en train de se parler, si on mettait une autre caméra derrière pour qu'on voit... Parfois je faisais 4 jours plus tard, parce que la lumière ne convenait pas, parce qu'Alain ne voulait plus la faire. Ou n'était plus là. Ou n'était pas là, c'était très compliqué. Regardez-moi. Et du coup, on n'y croit pas trop à ce duo Poulvord-Delon, parce que comment veux-tu développer une quelconque relation quand l'autre il est pas là pour te répondre? Nous ne supportons pas la vue des traîtres dans la famille. Brutus peut te le dire. Hein, Brutus? Oui, c'est vrai. Tu as raison, papa. Et histoire de légitimer leur scène, ils t'ont foutu une reprise d'Is No Good avec Brutus essayant de tuer son père grâce à des machines infernales, concoctées par José Garcia. Mais d'accord, allez-y, adaptez Is No Good, c'est pas grave, c'est une partie de Goscinny aussi, donc vous pouvez le faire ça. Sauf qu'ils ont pas compris comment ça fonctionne Is No Good. Et je veux dire, c'est en 3 phases. Explication du piège, avec mise en place, déclenchement du piège, et le piège foire, donc chute avec conséquences. Oh là oui, c'est la journée. Et bah alors, t'as bien l'explication du piège, hein, ça pas de souci, mais après Delon il dit... Goûteur de bain. Poulvord réagit, et c'est tout. Il n'y a pas de chute, ça marche pas. Pareil avec Danny Briand, il arrive, il teste le miroir, et voilà, c'est hors champ. Tu vois rien, c'est absolument pas comme ça que ça fonctionne. Alors je reprends pour les deux du fond. Donc Astérix aux Jeux Olympiques c'est 0 niveau comédie, ok, mais même en tant que film sportif, ça foire. Déjà t'as pas de commentateur, ce qui est quand même la base en termes de comédie sportive. Oui, j'avoue que c'est quand même la base. Changer de culotte. Et surtout ça évite d'avoir ces longs moments où il se passe rien. Oui, j'avoue qu'un commentateur ça aurait été bien quand même. Mais j'avoue ils s'en ont pas mis alors qu'en vrai il y aurait eu tellement de gens à mettre dans ces rôles-là. Ensuite, le concept, c'est que Brutus, il gagne toutes ses épreuves en trichant. Donc, bah, ça enlève tout suspense. Et en vrai, vous savez, vraiment, je continue à maintenir que je trouve que je pense préférer Astérix Obélix aux Jeux Olympiques que Astérix Obélix l'Empire du Milieu. Je pense, hein. Même la course de char, qui est certes impressionnante avec le caméo de Schumacher dedans, et bah, à la fin... À ce point, mais en vrai, Batman, pour ceux qui l'ont vu... Non mais pour ceux qui ont vu le film, dans le chat, parce que je sais que certains l'ont vu. En vrai, je suis d'accord. Ah non mais d'accord, on est d'accord, il y a des gens qui sont d'accord avec moi. Il est si nul, mais en fait, je sais pas comment vous dire, mais en fait, il se passe pas grand-chose, quoi. En fait, il se passe plus de choses dans ce film-là. Vraiment, quoi. Enfin, Brutus, il fait boire la potion à son cheval, et donc il se passe plus de choses dans ce film que dans l'autre, quoi. Enfin, que dans le nouveau. C'est comme si dans chaque épisode des Fous du Volant, bah, c'était Satanas et Diabolo qui gagnaient à chaque fois la course. Toujours à dire du mal de moi, mauvaise langue. Je suis pas si méchant que ça. Le plus bel exemple, c'est le passage avec Homungus qui détruit tous ses adversaires à la manière du colosse de Rhodes dans la BD. Bon, alors du coup, t'as Alafolix qui débarque, tu te dis qu'il va le vaincre par la ruse, comme Astérix avec Cylindrique le Germain dans les 12 travaux. Ça fait gagner, messieurs. Il est pas cata, mais juste vide. En fait, c'est ça, il se passe rien. Mais au moins, dans celui-là, il se passe au moins des choses, quoi. Merci beaucoup, Nadiati, merci pour le 7e mois. Au moins, il se passe des choses, alors que dans l'autre, bah, en fait, il se passe rien. Et du coup, bah, c'est difficilement comparable, mais c'est vraiment qu'il se passe rien, quoi. Homungus il gueule, Alafolix il s'effondre, et bim. Le nouveau est pire que celui des JO. Grand vainqueur par forfait. Du coup, c'est peut-être pour ça que tout ce qu'on retient du film, eh bien, c'est le banquet final avec le retour de Jamel, en numéro 10. Vrai, ça. Parce qu'il y a que ça de surprenant. Même durant le tournage, t'avais du suspense, puisque Langman savait même pas si Jamel allait finir par venir. C'est un garçon imprévisible. Lequel? Jamel. Il est assez imprévisible. Normalement, il devrait être dans l'avion ce soir, mais... D'ailleurs, je souris, mais je devrais pas sourire. Donc, j'espère qu'il sera dans l'avion ce soir. Imaginons qu'il n'est pas dans l'avion. On est dans la merde. Tout le reste du film, eh bien, c'est un scénario lambda, pas drôle, dans des décors certes beaux, mais tout en numérique, ce qui fait que c'est lisse et sans personnalité. Je veux dire, le premier film est pas terrible, d'accord, mais au moins tu te rappelles des décors de Jean Rabas dedans. Ça c'est vrai, ça je me souviens de ces décors-là quand j'étais gamin. En fait, ils étaient un peu irréels, mais au moins ça marchait, quoi. Ça donnait un côté hyper oppressant et tout. Et le type qui avait aussi fait La Cité des Enfants Perdus. Pareil dans le second, avec les très chouettes décors. Ça c'est vrai que les décors du second étaient incroyables. Franchement, les décors, moi je me souviens, c'était les décors, quoi. Du coup, quand t'étais gamin, bah oui, tu comprenais pas toutes les vannes, mais moi j'étais pris dans l'aventure, dans les couleurs, dans le côté très chatoyant, quoi. C'était ça qui était trop cool. Décor du regretté Atrang, qui nous a quittés en 2014. À titre de comparaison, le second film avait 265 plans truqués. Là, il y en a 1400. Wow. 1400, avec parfois un rendu digne des cinématiques de God of War. C'est dommage.
Et ce qui est drôle, c'est que pour accompagner la promo du film, ils avaient demandé à Manu Payet d'écrire des sketchs pour une chaîne du canal Orange, ce qui donna AVTV, la télé de l'Empire. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah mince, ça répond plus. Bah je sais pas qu'est-ce qui se passe. Oh non, on me l'a cassé. C'est Guillaume Canet? Mais non. Oh mon dieu. Qu'est-ce qui se passe? Ah mince, ça répond plus. Bah je sais pas qu'est-ce qui se passe. Mon dieu. Oh non, on me l'a cassé. Avec très peu de moyens et des comédiens très souvent en roue libre. Je me balade dans la vallée de l'amour parce que j'aime ma femme. On marquait une petite pause pour régler un souci technique et je vous retrouve dans un petit instant. Et du coup, bah c'est beaucoup plus drôle que le film. Aïe aïe aïe, ça Même les déjà passages avec énorme. Poulvord, qui, là, se fait plaisir. Pas possible, ça de confier le travail à des incapables. Tu sens pas comme une odeur de quelqu'un qui doit dégager? Ah si. J'ai l'impression que ça me Ça défend que cette vanne est bien meilleure que l'ensemble de toutes les vannes de Poulvord dans le film. concerne. Pardon, je suis passé par là. C'est terrible. Mais dans le film, tu vois que tous les comédiens se font chier. Surtout Bully Lanners. Tu le sens saoulé, parqué dans sa tribune, là, à côté de Delon, à jouer uniquement des scènes de réaction devant des techniciens qui lui disaient Mais comment vous savez réagir. que, en vrai, en fait, je suis trop méchant, je me rends compte. En fait, j'ai pas envie d'être méchant, mais en vrai, mes mots qui me viennent me font dire que c'est marrant parce que les side projets sont parfois meilleurs que les films en eux-mêmes. Sachez que j'ai passé un meilleur moment devant la vidéo de McFly et Carlito, les loups-garous, version Astérix et Obélix, qui est sortie ce week-end, que le film en lui-même. Merci beaucoup, Static. Merci. Enfin, en gros, j'en ressors avec un... Mais je vous jure que c'est vrai. J'ai plus rigolé devant cette vidéo, que devant le film en lui-même. Je trouvais que c'était pas écrit, mais c'était mieux écrit que le film. C'est gratuit. Et c'est gratuit. Et oui, complètement. Mais je trouve que Manu Payet est très drôle, notamment dans cette vidéo. Je rigole beaucoup. Et je trouve même que Lelouch est très drôle aussi. Et enfin, je sais pas, je les trouve tous beaucoup plus drôles. C'est ça qui est terrible. Raconte avec Delon comment Delon te voyait. Raconte, ça vaut que de rire. Quoi, avec Liège. Mais non, mais c'est atroce. Premier jour, parce que son trône est plus haut que le mien, donc il me regarde tout de haut, il fait tu es belge? Je fais oui. Et tu viens d'où? Je fais de Liège. Ah, Liège, j'aime pas ça, Liège. Putain, la première rencontre. Ça va être long, être long. Il raconte qu'il s'ennuyait tellement durant le tournage qu'il a pu écrire tranquille et en costume le script de son film Eldorado, sorti quelques mois après Astérix. Poulvord aussi, tu le sens de moins en moins motivé au fur et à mesure du film. Déjà parce qu'il peut rien faire hors script, ensuite parce que sa femme le quitta pendant qu'il était en Espagne, pour des raisons qu'on ignore, et c'est aussi à la même période qu'on a appris le suicide de son vieil ami Rémi Belvaux, le 4 septembre 2006, avec qui il avait fait C'est arrivé près de chez vous, en 1992. Sale gueule, tu peux avoir Rémi quand Ah ouais, il a enchaîné le pauvre. Ah ouais, l'angoisse. C'est peut-être pas le tournage qui l'a rendu triste, c'est peut-être plus les conditions autour. Enfin, le tournage a dû le rendre triste, mais les conditions autour n'ont pas aidé, quoi. C'est incroyable. Ah Il a une sale gueule quand il rit. Finalement, ce fut Depardieu qui le prit sous son aile, et c'est peut-être pour ça que Poulvord semble se muter de plus en plus en Gérard Depardieu, débarquant bourré pendant les promos, comme lors du photocall du Grand Bain à Cannes, en mai dernier, où il est arrivé avec plus de 20 minutes de retard, visiblement très éméché, et tenta plusieurs fois de mettre une main à Leïla Bekti. Leïla qui a failli lui en mettre une, visiblement. Putain, c'est un génie, Poulvord, mais il a un problème avec l'alcool quand même. Hein. Il est et belge, pour en quoi. revenir Oh, au s'il vous film, plaît, eh bien, s'il vous plaît. malheureusement, la bande-annonce d'Astérix aux Jeux Belge, Olympiques oh, s'il sortit vous plaît, juste s'il vous après plaît, un peu de celle respect pour nos de amis belges. Bienvenue chez les Ch'tis, qui était pile ce que le public voulait voir à ce moment-là. Il faut dire que le triomphe des choristes en 2004 avait démontré que le public français était en plein repli sur lui-même, et qu'il était beaucoup plus intéressé par un film Florent Bon le terroir, plutôt qu'une grosse machine européenne. D'où l'immense succès populaire de Camping aussi, par exemple. Aussi. Alors, on n'attend pas Assurance Tourix? Oh la Et lourdeur de la vanne. Astérix aux Jeux Olympiques Oh, la n'attira lourdeur. que 6,5 millions de spectateurs, soit beaucoup moins que le premier et second film, mais engrangea quand même 133 millions d'euros en comptant l'international. Néanmoins, le film connut une seconde vie du côté judiciaire, puisque dès Ah oui. décembre 2006, super. Thomas Langman est convoqué dans l'affaire d'une proxénète genevoise qui aurait fourni drogue et prostituées durant le tournage d'Astérix. Ce qui aurait été au départ juste de la figuration a Ah, il semble-t-il sort en 2006 de film en fait. Bah non, 2008 ils mettent.
prit une autre tournure, et la demoiselle ne fut jamais payée pour ses prestations. Finalement, ça s'est terminé devant les tribunaux, et Langman a dit que c'était pour sa consommation personnelle. Astérix étant d'ailleurs la dernière coproduction entre La Petite Reine, société de Thomas Langman, avec la compagnie Pathé. Est-ce qu'on peut dire qu'il s'est fait gauler là du coup? Bonjour, je me présente Prostitutionnix. Tenez, Obélix, viens ici. Je me présente Prostitutionnix. Effectivement, je m'occupe de toutes les filles de choix. Bah alors, comment il va celui-ci? Comment il va, Prostitutionnix? Et depuis le décès de Claude Berry en 2009, les deux sociétés se sont souvent retrouvées dans des tribunaux, et notamment pour les droits des films de Danny Boone, mais c'est une autre histoire. Bref, Langman lança quand même dans la foulée la production d'un nouveau film Astérix basé sur le Tour de Gaulle, avec, justement, Christophe Baratier, décoriste à la réal, et un scénario d'Olivier Nakache et Éric Toledano, qui venait tout juste d'avoir un beau succès avec Nos Jours Heureux, et qui allait ensuite faire le second plus gros succès français, juste derrière Bienvenue chez les Ch'tis, avec Intouchable. Donc un film Astérix, à l'ambiance vieille France, avec une touche de Bienvenue chez les Ch'tis, avec le style de Baratier, et le duo derrière Intouchable. Ça aurait été parfait. Mais vu que le scénario se réclamait de Mission Cléopâtre en essayant de coller au plus près au style de Goscinny... Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait? Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait? Oui. Que croyez-vous qu'Uderzo a fait? Il a mis son veto sur le scénar et préféré l'Astérix chez les Bretons, produit par Marc Missonnier, avec l'équipe du Petit Nicolas à la réal, et un film complètement à l'opposé d'Astérix aux Jeux Olympiques, avec un Astérix cérébral, quasiment aucune scène d'action, et encore une fois on reprend très peu l'album, et on préfère faire un film tournant autour d'une histoire d'amour entre Obélix et Valérie Lemercier, tandis qu'Astérix écume les bars pour se trouver un rencard. Et Albert en est très fier. Nul, ce film, il en est très fier. Et là pareil, on en a fait une vidéo avec Ginger. Et je ne regarderai plus jamais ce film. Plus jamais. Et si à Noël nous allons avoir droit au tout nouveau film d'animation réalisé par Alexandre Astier bien celui-là sur une histoire originale, on nous annonce aussi un nouveau film live pour 2020, censé se dérouler en Chine pour glaner des entrées là-bas, avec un nouveau casting plus moderne, nous dit Anne Goscinny, et produit par Alain Attal, qui a fait, alors d'un côté les films de Guillaume Canet, donc ça va, mais de l'autre, il a aussi fait Gangsterdam, je sais pas. En tout cas, ce qui est amusant, c'est qu'au moment de l'annonce du film, Chabat déclarait avoir écrit un scénario pour s'amuser. Récemment, je me suis amusé à écrire un script d'Astérix. Il a ensuite démenti le fait de réaliser Astérix 5. Mais pourquoi pas? Faut juste pas le dire à Uderzo, quoi. Ah bah justement. Moi, du coup, vous savez, j'ai croisé Alain Chabat au The Event. Et du coup, bah, je savais que du coup, bah, il avait déjà déclaré qu'il allait réaliser enfin, qu'il allait peut-être, ou du coup, il allait discuter avec... Enfin, qu'il avait déjà discuté qu'il avait écrit un Astérix Obélix et tout. Et du coup, bah, sachez que bah, il m'a absolument rien dit. Parce que je lui ai même pas posé la question, parce que ça m'était sorti de la tête. Voilà. On n'a pas discuté de ça. On a discuté plein d'autres trucs, mais pas de ça. C'est fou, hein? J'aurais pu... putain, vu comme ça, j'aurais pu en discuter, quoi. Merci, énorme, merci à toi. Ça vous a plu l'anecdote ou pas? Non, mais parce que du coup, j'ai pas le... Merci, enfin voilà, sachez que j'ai pas... En tout cas, sachez que je n'ai pas, de mon côté, posé la question à Alain Chab. J'ai l'anecdote est folle. J'espère que ça vous a fait kiffer, quoi. Ah là là, alors, je vous ai débunk ça, Chacal, ou pas? C'est l'histoire d'une retraite que j'avais demandé. C'est l'histoire d'un soleil que j'avais espéré. C'est l'histoire d'un beau jour. Merci, l'anecdote est vraie. Un beau jour. Que moi, petit enfant, je voulais très heureux pour toute la planète. Je voulais, j'espérais que la paix règne en ce soir de Noël. Mais tout a continué, mais tout a continué, mais tout a continué. Non, rien n'a trop stylé. Elles sont trop bien ces vidéos AMR, hein, vraiment. J'aime trop ce qu'il fait, ce mec. Non, rien n'a changé. Tout a continué. Je sais pas pourquoi j'étais pas abonné. Enfin, parce qu'en fait, j'ai ce compte-là, je suis abonné à personne, je me base que sur mon algo. Ah oui, il avait vu, il a sorti une vidéo sur Anastasia, c'est vrai. Il a sorti une dernière sur Colombo, la ville fatale, les chroniques de Méa. Putain, trop bien. Désormais, mais du coup, et ça en est où cette histoire du coup de Alain Chabat Astérix? Alain Chabat Astérix. Il y a un truc. Alain Chabat avance sur sa série Astérix pour Netflix. Oh là, 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 oh là. De quoi on parle? De quoi on parle? De quoi on parle?
Alors, coucou, juste pour t'informer que Méa a fait son coming out récemment, donc maintenant c'est elle. Ah, excusez-moi, excusez-moi. Très bien, et je l'ignorais, mais... Bien courageuse, du coup. Je suis désolé, je suis extrêmement maladroit avec ça, j'essaierai de faire au mieux, mais très courageuse en tout cas, si elle a fait du coup son coming out. Alain Chabat avance sur sa série Astérix pour Netflix. Le réalisateur Astérix Obélix Mission Cléopâtre est toujours en pleine production d'adaptation d'une série d'adaptation pour Netflix, Autre aventure, Le combat des chefs. Alors, il me semble que c'est un... Il me semble que c'est un animé, hein. Je pense pas que c'est un film en live action, si je dis pas de bêtises. Le projet qui a reçu l'accord de la maison d'édition Hachette n'est pas nouveau. Il avait été annoncé par la plateforme de streaming au printemps 2021. L'humoriste et réalisateur français en avait davantage parlé au courant du mois de mai 2022. En plein festival de Cannes, il s'agit d'une série d'animation, c'est ça, en 5 épisodes de 30 minutes pour Netflix. C'est passionnant car cela me permet de me plonger vraiment dans le monde de l'animation et de recollaborer notamment avec Benoît Houillon, avec qui j'écrivais Burger Quiz et Piano, Pierre-Alain Bock, avec lequel j'ai créé la mini-série Avez-vous déjà vu ? A-t-il récemment expliqué à version féminin. L'histoire semble fidèle à la bande dessinée d'origine parue en 1966. Elle raconte comment, après avoir assommé par un menhir sur la tête envoyé par Obélix, Panoramix a perdu la boule. Ok, 14 millions d'entrées. Il en a parlé là, du coup. 20 ans après Mission Cléopâtre, vous allez adapter un deuxième album d'Astérix. Oui. 10 octobre 2022, c'était un mois après que je lui en ai parlé. Enfin, un mois après que je ne lui en ai pas parlé, pardon. Excusez-moi. C'était un mois après que je ne lui en ai pas parlé. C'est fou. Combat des chefs. Combat des chefs, exactement. Vous êtes en ce moment plongé dans les dessins d'Uderzo. Oui. Et ça doit être un travail de titan. Oui. Et justement, le réalisateur et la réalisatrice du Petit Nicolas, j'ai pu parler un peu avec eux d'animation, forcément, avec Amandine et Benjamin. Je me souviens plus de cet album, Le Combat des chefs. On est en plein dedans, on est dans tout en même temps, en fait. Les personnages, trouver le visuel des personnages pour évidemment qu'on reconnaisse Astérix et toute la bande. Ils sont loin de la nouveaux personnages sortie, qu'il faut créer, il faut qu'ils appartiennent à l'univers d'Uderzo aussi. Les décors, tout. Donc là, c'est écrit. Enfin, les épisodes sont écrits. Et maintenant, on travaille beaucoup sur tout le visuel, voilà. Et ce sera sur Netflix. Ils y sont pas encore, quoi. Ils n'y sont pas encore. Je trouve pas si ouf le combat des chefs. Mais le combat des chefs... Attends, si je vois si je vois la première de couverture, Astérix, le combat des chefs. Waouh, c'est un vieil album celui-là. C'est un des premiers, le combat des chefs. Waouh, mais je me souviens même plus de ce qu'il y a dedans. C'est pas un de mes préférés en tout cas, sinon je m'en souviendrai. Moi, celui que j'avais beaucoup aimé, c'était Sherazade, que j'avais beaucoup aimé quand j'étais gamin. Astérix Obélix aux Jeux Olympiques, que j'avais vraiment kiffé. J'avais beaucoup aimé aussi... Sherazade. Le Tour de Gaulle aussi, que j'aime beaucoup. Le Domaine des Dieux... c'est pas mon préféré celui-là. Je crois qu'en Hispanie, en Corse aussi, j'avais bien aimé. Le Tour de Gaulle aussi, le Tour de Gaulle. Mais ça, le combat des chefs, je me souviens que c'était pas chez mes parents, c'était chez mes grands-parents qui avaient cet album-là. C'est pour ça que je l'ai moins, parce que je l'ai moins lu. Mais ouais. Chez les Bretons aussi, ouais, tout à fait. Mais après, moi, Astérix Légionnaire, je me souviens plus de... Je me souviens plus de la musique que vraiment du... Attendez. C'était plus la surprise de César. Il y avait une chanson avec, mais je me souviens plus de la chanson. Astérix, c'est là. C'est ça. Astérix est là. Ça va faire mal, ça va cogner la bagarre. Astérix est là. Seul contre les dieux, contre l'odieux. Comment il va, Miss Monsieur Hawking? Avec César, t'auras pas l'Oscar. T'as les romantiques, mais ta Rome est en toc. Arrête ton cirque, c'est pas toi qu'on croque. Classique Bertrand. Ah ouais, putain, je savais pas. Louder! Et pendant qu'à Rome, ils l'ont dans le baba. Il n'y a qu'un homme, un Gaulois, pour crier go home aux Romains délicats qui tombent dans les pommes, faut voir ça. Astérix est là, il se bat.
putain, il y a de la parole, hein. Ancien combattant, en chipant péplum, t'as le look qui dégomme. Et pendant qu'ils jouent aux cow-boys et aux indiens, ils en prennent des coups, ces Romains. C'est fou ce qu'ils sont fous, ces playboys italiens. Ils en perdent tout leur latin. Putain, la dingue. Astérix est là, il fait la loi et les dégâts. Astérix est là, et il vaincra de son combat. Putain, stylé de fou. Mais en vrai, les films, de manière générale, les films d'animation Astérix pour moi, sont plus réussis pour l'instant que les films de manière générale, quoi. J'avais bien aimé, comment ça s'appelait, parce qu'il en a fait 2, je crois, Astier. Il a fait Le Domaine des Dieux et Le Secret de la Potion. Je sais pas lequel est le premier. Si c'est le Domaine des Dieux. Le Domaine des Dieux, j'avais trop kiffé. Franchement, les animés d'Astier sont vraiment géniaux, quoi. Ils sont surtout magnifiques. Graphiquement, c'est... L'invincible puissance de Rome, comme les serres du... Ça tape dans l'œil, quoi, tu vois. Je trouve ça trop stylé. Merci beaucoup, Ducon du 78. Merci pour le 5e mois d'abonnement, c'est adorable. Merci beaucoup. Du faucon. Elle s'est refermée sur tous les continents, sauf ici, en Armorique, où une poignée d'irréductibles Gaulois continue de rire. C'est pas trop stylé qu'on puisse faire des films d'animation comme ça, en vrai, en France. Au bec de l'aigle impérial. Aussi beau, aussi... laissera la place à de glorieux immeubles. Encerclés par la civilisation romaine, je trouve ça trop bien qu'on arrive à faire des films comme ça. Ça coûte cher, l'animation. Comment vas-tu appeler ta glorieuse cité? Le domaine des dieux. Un vrai raccourci, il faut qu'on te parle. Oh, c'était Roger Carrel qui faisait la voix. C'était Roger Carrel. Je peux prendre un message? Oh, presse F pour... Et qu'est-ce qu'on peut faire pendant un mix? Place à la civilisation. Oh. Leur forêt, on va la déboiser. Oh, j'ai bien une idée, mais je suis sûr que vous n'allez pas vouloir. Aïe. Et si on collait aux Romains une bonne raclée générale? Voilà, c'était ça mon idée. Tout le monde a été servi, les enfants? Non. Des civils. Un moyen de se débarrasser des civils sans taper dessus. Oh, la voix de Roger Carrel, c'est incroyable. De manière générale, je vous ai compris. Vous le faites à combien? Un cher carotte. Prix spécial Domaine des Dieux, 40 sesterces. J'achète. Vous êtes devenus une bande d'imbéciles cupides. Bon, on était déjà des imbéciles bien avant les Romains. Ouais. Les Gaulois veulent vivre comme des Romains. Son plan se déroule 1000 fois mieux que prévu. Il y a un village à raser. Vous vous fourrez le doigt dans l'œil jusqu'au cubitus. Raison. Ferme cubitus. Chargez. Putain, et la bande-annonce est 10 fois plus drôle que le film. Ça me rend fou. Ça me rend fou. Cubitus. Raison. La ferme cubitus. Chargez. Ah, mais c'est du coup, c'est Vous vous fourrez Donald. le doigt dans l'œil jusqu'au cubitus. Raison. La ferme C'est Donald Renew, là, du coup. Ou c'est Elise Moon. Chargez. J'ai bien pensé à la voix de... Le barbu, tu dégages. Il faut voir aussi le beau C'est Elise Moon, côté. c'est Elise Moon. La motivation reste intacte. Et ça, c'est formidable. Ah ouais, banger. Ah, ça va pas être la même limonade, là. Non, pas la même limonade. Et après, c'était le secret de la potion magique, ouais, c'est ça. J'ai plus trop de souvenirs de la... Pas une fois je ne me suis même tordu la cheville. Pas une fois. À partir de maintenant... Ah, il est encore plus beau en comparant un peu. Il est encore plus beau graphiquement le secret de la potion magique. Je ne dois plus être le seul à connaître la formule de la potion magique. Quoi? Je vais donc partir à la recherche d'un jeune successeur Plus récent, ouais, ça à se qui voit. la confier. Quoi? Catastrophe, Obélix. Qui sait ce qui se passerait si la puissance de la potion magique tombait dans n'importe quelle main? Panoramix. C'est trop des bonnes idées, putain, ça me fait Avez-vous en le tête cœur. la liste des jeunes druides gaulois bien cotés? Je crois qu'on a des petites fiches. Des petites fiches? De la petite fichette maison. Impeccable. Impeccable. Là, j'ai des super nuls. Ceux-là, ils sont pas fichus de faire une soupe à l'oignon. Ici, les mauvais, mais qui arrivent quand même à bricoler 2-3 trucs. On me surnomme Magnétique. Et là, les très bons.
Dis, vas-y mollo sur la frime quand même. Ave César, cette potion, je te la donnerai. La potion des dingos? Quelle est cette manigance, Sulfurix? Ce soir, c'est la fin du village de crétins moustachus. La fin d'Astérix. Il est vraiment génial ce film. Verse ça là-dedans. Tu te prends pour un druide. Je vois pas pourquoi ce serait plus dur que d'être poissonnier. Chargez! Vite, Obélix, fonce! C'est quel barbu qu'il faut taper! Pourquoi t'en mets de ça? Tu sais bien ce que ça fait à chaque fois. J'ai modifié! Si à 10, ça n'a pas explosé, c'est que c'est bon, ça explosera plus. Prêt? 1. Si t'es aussi bon druide que poissonnier, il va y avoir de la performance. Alors, qu'est-ce qu'il raconte, le gros lardon? Il ferme un peu son caquet, là. Tu veux faire le show avec moi? Ah, bah oui, c'est fini, là. Oh non, moi, je pense que je devais être sur la fin. Putain, mais c'est trop bien. Je l'ai jamais vu, faut que je le rattrape. Non, mais il est trop fort. Il est trop fort sur ces films-là. Vraiment, Astier, il a surperforme. Sachant que là, du coup, ce qu'il expliquait, c'est ce que j'ai vu dans la bande-annonce et j'avais oublié, c'est vrai, c'est que c'est un scénario original. Et c'est marrant parce que au final, il introduit une notion qu'on n'a pas du tout dans... Comment dire il introduit une notion qu'on n'a pas forcément dans les Astérix, qui est la mort, en fait. Parce que du coup, tout l'idée de l'intrigue, c'est de dire que Panormix va peut-être disparaître, et que du coup, il faut le côté de la... qu'on n'en parle pas du tout dans Astérix Obélix, qui est le côté de la... Comment est-ce que ton héritage, etc., etc. Donc c'est intéressant. Donc c'est des trucs que tu n'as pas dans l'album, et que du coup, qu'ils arrivent à mettre dans l'animé, et je trouve ça cool, quoi. Le transfert du savoir et tout, ouais, c'est ça. C'est lequel le prochain dessin animé Astérix et Obélix? Du coup, c'est les films de Chabat qui sortent sur Netflix. Du coup. Mais je suis très curieux donc de voir le style graphique de ces prochains films d'animation. Est-ce qu'ils vont reprendre le même style que ceux d'Astier? Est-ce que... Moi, je trouverais ça bien, histoire de continuer ce qui a été débuté par Astier, ou est-ce qu'ils vont vraiment prendre un truc d'animation un peu plus... un peu différent? Je suis très curieux de voir ça. Je savais même pas que Chabat allait refaire des Astérix en animation en plus. Si, il va en refaire. Est-ce que ça a 2D ou 3D? Je sais pas, justement, c'est ça intéressant. Est-ce que ça a de la 2D, de la 3D? Je suis curieux. Merci beaucoup, Toinou. Merci pour le 36e mois d'abonnement de Toinou. Incroyable, merci beaucoup. Bonjour à toi. Installe-toi, mets-toi Yimbe. Chabat et Astier sont exceptionnels dans les dialogues subtilement drôles et une pincée d'expressions sortie de nulle part qui font sourire. Oui, puis ce qui est bien avec Astier, je trouve que ce qu'il a réussi à faire dans Astérix et Obélix, c'est nous rappeler suffisamment que c'est quand même Astier. Et donc, tu sais, mettre quelques petites pincettes un peu d'humour Astier, donc un peu Kaamelott, et du coup qui nous font rire. C'est-à-dire quand t'entends Lionel Astier, quand il joue cet Automatix, et que tu l'entends faire des vannes sur le fait que le mec va absolument rater sa potion, bah ça fait un peu penser à Kaamelott. Mais c'est pas en mode « vous avez vu, je fais de l'humour Kaamelott, vous avez la ref ou pas Ah bah c'est pas faux Et en fait, du coup, c'est drôle parce que t'as la référence Kaamelott qui marque quand même pas mal les fans, mais sans que ce soit trop lourd non plus, quoi. Chabat avait dit être grave fan de Spider-Man et Spider-Verse, ça se trouve, ça va s'inspirer de l'animation. Bon, s'ils font un truc comme ça, ce serait fou, mais après, je sais pas comment est-ce qu'ils arrivent à l'implémenter dans un Star Wars. Voilà. Oui, effectivement, Alain Chabat va réaliser le prochain Star Wars en 2025. Effectivement, ça va être fou, ça va être exceptionnel. On va s'amuser, hein. Je vous dis que ça va être... Oh, le leak. C'est ce qu'il m'a dit, en fait, aux The Event, c'est qu'il allait réaliser le prochain Star Wars. C'est absolument exceptionnel. Avec la bande des nuls. Vraiment, c'est... Ah ouais, du coup, évidemment, avec Alain Chabat dans le rôle de l'empereur, on aura Bruno... on aura qui? On aura Chantal Lobby dans le rôle de Princesse Leia, Dominique Farrugia dans le rôle de Luke. L'enfer. Pour Dominique Farrugia en Dark Vador. Oh, le leak. Luxki. Oh non, c'est Farrugia en R2D2. Non, mais s'il vous plaît. Respect pour Farrugia, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, soyez, s'il vous plaît. Un petit Poulvord dans Yoda. Oh, la guerre des étoiles, quoi. Oh, la fausse info. Le mauvais informateur. Alors, excusez-moi, j'ai entendu dire... Alors, il bosse absolument pas sur un Astérix. C'est absolument faux. En réalité, il bosse sur le nouveau Star Wars qui va sortir en 2025. Ne croyez pas ce que vous disent les médias. Ici, nous sachions. Et sachions que
sachez que on se sait. Ça s'appellera la baston des étoiles. Horrible projet. Horrible projet.